présenter qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui. Donc, l'automatisation un jeu d'enfant, le sujet de la présentation. Je commence avec une petite histoire de pourquoi je suis ici, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là aussi. Oh, il y a quelqu'un qui n'est pas muté, je pense. Donc, moi, j'ai grandi au Québec comme tout le monde. Puis au Québec, on était habitué d'avoir des chaînes, d'avoir des grandes surfaces, d'avoir beaucoup de nourriture fabriquée, entre guillemets. Puis j'ai eu la chance de voyager quand même pas mal dans des pays dans les dernières années. Puis surtout des pays qui sont moins les pays de l'Ouest, on va dire, je voyais à quel point la bouffe locale prenait beaucoup d'espace, autant dans les marchés que même dans les restaurants. Souvent, il y a beaucoup de petits restaurants qui s'alimentaient dans ces marchés-là où la bouffe était fraîchement cueillie le matin ou la veille. Puis, il y avait vraiment ce sentiment, autant quand j'étais allé à Taïwan qu'en Équateur, il y avait vraiment le sentiment que qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? C'est de la bouffe fraîche, c'est de la bouffe qui a été j'ai pas élevé, là, mais qui a été produite pas loin d'où qu'on est. Fait que le sentiment de bouffe locale puis de fraîcheur était vraiment présent. Puis quand j'étais allé à Taïwan, je vous l'admets, j'étais allé là à la base pour une fille que j'avais rencontrée. Mais quand je suis parti, c'est pas la fille qui me manquait, c'était vraiment l'idée le sentiment de manger de la bouffe fraîche. Puis sur le coup, je m'en suis pas aperçu, mais en revenant au Québec, je me suis rendu compte, OK, ça fait vraiment une différence de les deux systèmes alimentaires, si on veut, à quel point il y en a qui sont basés sur une industrie, un système alimentaire plus industriel versus l'autre qui était plus local. Puis je pense que pour tout le monde qui sont là ce matin, c'est un peu le même désir qu'on a de se dire, OK, on peut ramener l'agriculture, qui est un besoin essentiel à l'être humain, l'alimentation, dans les mains de, pas juste des petits producteurs nécessairement, je pense pas que ça serait un système résilient, mais il y a vraiment plus de places qui peuvent être prises par la bouffe locale. Donc, c'est un peu pour ça que quand mon partner chez Orisha est arrivé avec l'idée de faire des produits pour aider les petits producteurs en serre, c'est vraiment quelque chose qui me parlait. Donc, chez Orisha, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment d'essayer d'aider les producteurs, les petits producteurs qui font tout sur la ferme, au final, une comptabilité de démarchage pour développer le marché là, pour vendre ses légumes, la planification, la production, le désherbage, etc. Fait que nous, on se disait comment est-ce qu'on peut aider le plus possible là-dedans. Puis en parlant avec les gens, on s'est rendu compte que le temps est le principal enjeu pour les producteurs. Donc, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans. Puis moi, avec mon background en informatique, ben, on a commencé à travailler sur un assistant virtuel qui fait de l'automatisation en serre. Un petit background là-dessus. Fait que, parler de moi, je ne sais pas faire ça long, là, mais au final, j'ai démarré Orisha avec Pierre-Alexandre, qui travaillait à l'époque comme gérant de serre. Moi, j'ai grandi en ville, puis ce qui se rapprochait le plus de l'agriculture que j'ai connue, c'est ma mère puis ses plates-bandes. Donc, c'est possible de partir de pas beaucoup de connaissances puis de l'apprendre. J'ai un bac en génie logiciel, encore une fois, rien, pas rapport à l'agriculture, mais au fil de visites de fermes, de discussions avec des agronomes, formations, foires, articles scientifiques, installations, ça vient qu'il y a un gros bagage, qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de complexité à apprendre pour bien contrôler les serres. Puis aujourd'hui, mais je veux essayer de faire la présentation qui m'aurait aidé, moi, quand j'ai commencé à graviter dans le monde des serres. Donc, petit plan de match pour la journée, pour la prochaine heure. On va parler des conditions optimales pour les serres, qu'est-ce qui est important. Ensuite de ça, pourquoi on voudrait automatiser? C'est quoi les pièges pour l'automatisation? Puis, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Là, autant au niveau des équipements, au niveau des équipements qui vont dans la serre, les appareils comme les fournaises, les pompes, etc., que l'automatisation. Puis, c'est quoi les points qui sont importants là, à se poser comme question si on n'a pas encore ces équipements-là, puis si on regarde pour un système d'automatisation. À la fin, là, on est quand même beaucoup, fait que les questions à mesure, je ne sais pas si ça va bien se faire, mais je vous invite là, en bas à droite dans Google Meet, là, vous avez le petit logo là, de triangle carré cercle. Ça va vous ouvrir un menu, puis il y a une section QA, fait que vous pouvez poser vos questions, puis à la fin, on va y revenir pour répondre à ça. Fait dans l'inscription pour le webinaire, il y en a beaucoup qui nous ont donné de l'information sur qu'est-ce que vous aimeriez savoir, c'est quoi les questions que vous avez.
puis pourquoi vous êtes là au final. Puis on essaie d'adapter la présentation pour ça. Mais il y a une grande variété, là, fait que si on ne répond pas à vos questions, écrivez-le, puis on va essayer de répondre à tout ça à la fin. Puis si on n'a toujours pas réussi à répondre, bien, on a créé un groupe Facebook, on veut essayer ça ce printemps, où vous allez pouvoir poser vos questions qu'on n'a pas répondu dans le webinaire ou les questions qui viennent dans le futur que vous avez autour de l'automatisation. Puis le but, c'est de créer un contact et d'essayer d'échanger et de partager nos connaissances le plus possible. Souvent, les questions qui reviennent, est-ce que la présentation est enregistrée? Oui, fait qu'on va pouvoir vous le partager après. Même chose pour les slides, là, on vous les partagera en PDF. On vous envoie ça par email là, avec le lien du groupe aussi. Donc, on commence avec les conditions optimales. Les plantes, vous le savez, c'est des êtres vivants. C'est un peu, on ne peut pas dire ce que la plante a besoin, c'est de l'eau, parce que ça revient d'être tout un équilibre de plusieurs éléments importants. Comme un enfant, tu ne peux pas lui dire bois de l'eau, tu vas être correct. Ça va dépendre s'il bouge beaucoup, quelle activité il fait. Puis tu ne peux pas juste lui donner de l'eau, il faut que tu le nourrisses aussi, etc. Il faut qu'il dorme. Donc, on va essayer de garder ça simple, mais ça reste que c'est tout un. C'est plein de conditions qui sont interreliées. Et pour se donner une idée de base, auprès de petits producteurs, souvent bio, là, on va parler de tomates ici, en serre, le rendement qui est observé se situe pas mal entre 18 et 35 kg par mètre carré. Puis ça, ben, si vous avez déjà des serres, vous pouvez sûrement vous situer déjà dans cet intervalle-là. Mais le but, c'est tout le temps de se rapprocher, évidemment, du meilleur rendement qu'on peut avoir. Puis entre les deux, ben, il y a un potentiel là, de 46 000 de tomates pour une serre de 300 mètres carrés. Donc, il y a quand même beaucoup à aller gagner là-dedans. Puis, même après ça, mettons qu'on rêve un peu, bien, les producteurs, les savouras de saumon, etc., avec le potentiel de lumière qu'on a au Québec, on pourrait se dire que c'est possible de se rendre à 75 kg par mètre carré. Donc, là, il y a beaucoup de R&D et de travail à faire de ce côté-là, mais ça reste un endroit qu'on peut essayer de se rapprocher vers le futur. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le 18 à 35 kg par mètre carré. Ah, puis je ne l'ai pas dit, là, mais ça reste une introduction vraiment de la présentation. Fait que je vais survoler plein d'affaires. Je n'irai pas en détail de rien nécessairement. À la fin de la présentation, s'il y a des trucs que vous aimeriez en savoir plus, vous nous l'écrirez. Vous répondrez aux messages qu'on vous a envoyés suite à la présentation. Puis vous nous direz, j'aimerais ça en savoir plus sur telle affaire ou telle affaire. Puis nous autres, ça va nous aider à savoir quel contenu qu'on peut faire pour aider le plus possible. Donc, je disais, si on ramène ça à la plus simple expression, le producteur en serre, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est prendre la lumière, qui est l'élément limitant, sachant que la majorité des petits producteurs n'ont pas d'éclairage artificiel, puis de transformer ça en légumes, en fruits. Donc, comment on peut arriver à optimiser ça? Bien, ça va dépendre de l'expérience du producteur là, au niveau des opérations culturelles, au niveau de la conduite climatique, l'irrigation, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut se rendre aux 35 kg par mètre carré que je parlais tantôt? J'ai ramené ça à 3 points qui sont que je vais parler au cours de la présentation. Là. Le premier, c'est maximiser la croissance. Donc, ça se trouve être beaucoup au niveau de la photosynthèse, des stomates, etc., puis de la respiration qu'on veut minimiser. Ensuite de ça, il y a équilibrer la croissance, qui est un autre point important. Si on veut éviter d'avoir des problèmes plus tard dans la croissance, on veut garder ça équilibré, donc entre la vigueur, la vitesse de croissance, puis la capacité de produire des sucres, puis l'équilibre entre où est-ce que les sucres vont être alloués dans la plante. Est-ce que ça va être plus vers les tiges ou vers les fruits? Puis finalement, le troisième point, ça va être de comment on peut prévenir les problèmes avec le contrôle en serre. Là, je parle de pestes, maladies, les carences. Donc, ça, c'est le troisième point. Puis, il y en a un autre fantôme un peu, là, comment on peut réduire les coûts aussi. Là, comment on peut être le plus efficace possible. Les 4 points, pour les 4 conditions un peu qu'on va regarder, ça va être la température, l'humidité, la circulation d'air, l'uniformité dans la serre, puis l'irrigation. Donc, on va commencer avec la température. Température, qu'est-ce que ça affecte? Au final, dans les 3 conditions que je nommais tantôt, ben, ça va être maximiser la croissance, ça fait que aller chercher le meilleur rendement au final, puis équilibrer la croissance. C'est vraiment avec la température qu'on va être capable de piloter ces 2 éléments-là.
Donc, grosso modo, ce qu'on veut, c'est éviter les extrêmes. Évidemment, on ne veut pas que ça gèle, on ne veut pas que les fleurs avortent parce qu'il fait trop chaud. Puis, le point plus technique, ça va être les moyennes de température. Fait qu'au final, la température instantanée n'est pas si importante que ça si on ne va pas dans les extrêmes. C'est les moyennes qui sont importantes. Puis finalement, cette température-là, on va vouloir suivre la lumière avec, parce que ça a un impact que je vais reparler plus tard. Au niveau de l'humidité, qu'est-ce que ça nous permet de contrôler l'humidité? Encore une fois, on veut maximiser la croissance. Ça a un impact sur la photosynthèse. On veut assurer une évapotranspiration constante. Ensuite de ça, on veut prévenir les problèmes. Donc, l'humidité amène des problèmes de maladies fongiques. Aussi, on peut contrôler certaines pestes comme les tétraniques avec une humidification. Ouais. Puis ensuite de ça, comment est-ce qu'on veut gérer ça? Mettons que j'essaie de simplifier ça au bout, ça va être, on ne veut pas contrôler l'humidité relative qui est, je vais reprendre la formule de Jacques qui est dans son webinaire d'hier. L'humidité relative qu'on connaît tous en pourcentage, c'est vraiment le langage humain, tandis que la plante, elle parle un autre langage. C'est vraiment ce langage-là qu'on va vouloir utiliser. Puis, le deuxième point, l'humidité, comme dans tout, on ne veut pas aller dans les extrêmes. Et pour se donner une idée, pour essayer de chiffrer un peu à quel point c'est important, parce que l'humidité est quand même un gros défi qu'on a dans les serres, puis c'est plus complexe, plus difficile à gérer que la température. Fait que pourquoi on voudrait faire ça? Les chiffres que j'ai été capable de trouver, là, une étude qui disait que quand c'est trop humide, je me souviens plus de quelle culture, là, mais il a remarqué une différence de rendement de 30 à 40 % entre une serre qui avait une humidité optimale et une serre qui était trop humide. Fait que ça fait quand même un bon chunk de rendement de plus qu'on pourrait aller chercher. Le deuxième chiffre que j'ai, c'est l'année passée, je parlais avec un producteur que lui, à cause qu'il y avait des enjeux de ventilation, il n'arrivait pas à déshumidifier comme il faut. Puis, il disait avoir perdu 70 % de ses concombres à cause des maladies fongiques. Donc, ça donne encore une fois une raison de plus de focusser sur l'humidité. Je vous parlais de la différence entre l'humidité relative puis le langage de la plante, qu'on appelle le déficit d'humidité. Encore une fois, j'ai honteusement pris l'image du webinaire de Jacques d'hier parce que je trouvais que ça expliquait bien le concept. Dans le fond, l'idée, là, ici, on voit l'éponge à 100 %, ça, c'est quand l'air est saturé d'eau, quand il fait 100 % d'humidité, puis on voit que ça condense, c'est l'eau qui est autour de l'éponge. Mais cette même air-là qui est à 100 % d'humidité, si on la chauffe, elle va être capable d'emmagasiner plus d'humidité. Donc, la même quantité d'eau va représenter un plus petit pourcentage, comme on voit sur l'image. Fait que ça, c'est un peu ce qui se passe dans la serre quand on chauffe. On augmente la capacité de l'air à contenir de l'eau. Puis, au final, qu'est-ce qui est important pour la plante, qu'est-ce qui est important pour les maladies, puis qu'est-ce qui est important pour pas mal tous les éléments biologiques? Ça va être pas la partie bleue qu'on voit sur les éponges, ça va vraiment être la partie grise. Fait que le fait qu'il y ait une certaine quantité d'eau dans l'air n'est pas important en soi, ça va dépendre de la capacité de l'air à contenir de l'eau. Donc, cette quantité d'eau-là, on voit qu'à moins 5 degrés, c'est trop humide parce que la plante n'arrivera pas à transpirer, versus à 23 degrés, ça va être trop sec. Puis là, la plante va tomber en mode « je me protège, je veux conserver mon eau », puis elle va arrêter de faire de la photosynthèse. Qu'est-ce qui est retenant de cette slide-là? C'est vraiment le pourcentage n'est pas important. Ce qui est important, c'est le manque d'eau qu'il y a dans l'air, si on veut. Fait que la partie grise des éponges. Troisième point, troisième condition à considérer dans les serres, ça va être la circulation d'air. Donc, pourquoi on se penche là-dessus? Encore une fois, maximiser la croissance, ça va être autour de la capacité de la plante à transpirer et à faire de la photosynthèse, puis prévenir des problèmes, des carences, des maladies fongiques. Puis le concept est relativement simple, c'est pourquoi on veut ça. C'est, mettons, si c'est trop humide dans la serre, en ventilant, on va aider la plante à évacuer son humidité, si on veut. Là. Fait que quand l'eau va s'évaporer des feuilles de la plante, au lieu de garder l'air super humide autour des plants, en brassant l'air, on permet d'éloigner cet air humide-là pour que la plante puisse plus facilement transpirer. Donc, être plus productive, si on veut.
Puis le deuxième point, éviter les problèmes, bien, encore une fois, ces histoires de garder l'humidité proche de la plante-là, ça favorise les maladies fongiques. Puis, s'il y a des poches d'air froid, parce que l'air n'est pas mélangé, ce qui crée des poches d'air froid, des poches chaudes, bien, ça vient affecter le point de condensation, donc ça peut faire de la condensation sur les plants qui vont encore une fois accélérer ou intensifier les problèmes de maladie. Finalement, le dernier point qu'on regarde dans les serres, avec la perspective d'automatisation, ça va être l'irrigation. Donc, l'irrigation a 3 points. Maximiser la croissance, équilibrer la croissance, l'équilibre de la plante, puis prévenir les problèmes. Donc, rapidement, là, quand il y a trop d'eau, quand on donne trop d'eau, ça peut créer des maladies, pourriture, ça lessive les nutriments qu'on a dans notre sol. Puis, de plus en plus, ça devient un enjeu. On peut avoir plus de problèmes avec les réserves d'eau sur la ferme. Donc, il y a des étangs qui s'assèchent en plein mois de juillet, des trucs comme ça. Donc, on ne veut pas trop irriguer. Puis, si on n'irrigue pas assez, la plante, elle va manquer d'eau. Elle va essayer de conserver son eau, donc elle va au final tomber en mode de protection, puis arrêter de bloquer sa photosynthèse, ce qui va juste arrêter son développement. Puis même chose, si elle arrête de pomper de l'eau dans le sol, c'est là qu'elle va sortir certains nutriments comme le calcium. Donc la plante va tomber en carence, puis elle va avoir des problèmes de qualité. Fait que ça, c'était les 4 points, les 4 conditions qu'on veut contrôler dans les serres. Après ça, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on voudrait automatiser? Là, je pense que vous avez une bonne idée de ça, donc je vais passer vite. L'idée principale, sauver du temps, récupérer du temps, si c'est déjà quelque chose que vous faisiez. Donc, les tâches répétitives, on est capable d'automatiser ça. On n'a pas besoin d'avoir un humain qui s'en occupe. On peut penser à le temps que ça prend pour ouvrir, fermer les côtés ouvrants, les toits ouvrants, les temps qu'on prend pour gérer l'irrigation, vérifier qu'on n'a rien oublié. Fait que ça crée beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'interruptions, beaucoup de temps mis qui n'est pas très productif au final. Fait que l'idée, c'est de juste mettre une machine qui va le faire pour nous. Puis ça revient pas mal moins cher qu'un salaire aussi à payer. Fait que finalement, on veut que l'humain soit comme. De plus en plus, ça devient un enjeu. Là, il y a des discussions sur RGME qui parlent de productivité parce qu'on est plus capable de payer des salaires suffisamment compétitifs pour les employés. Donc, ça peut être une manière d'aider de ce côté-là. Deuxième point, augmenter la qualité puis les rendements. C'est un point que les gens considèrent moins, je pense, quand ils regardent l'automatisation, mais ça reste quand même un point vraiment qui est important et qui a un impact. Fait qu'avoir un contrôle qui est là 24/7 au lieu d'avoir un humain qui check une fois de temps en temps, mais tu es capable d'aller chercher vraiment un gros gain au niveau des conditions qu'on parlait tantôt pour aider avec la photosynthèse, l'utilisation des sucres, les apports en nutriments, puis prévenir les maladies, prévenir les problèmes, le temps qu'on va devoir mettre plus tard pour gérer ça. Donc, vraiment, augmenter la qualité, c'est un point, je pense, qui est sous-estimé avec l'automatisation. Les 2 derniers points que j'avais mis, l'acquisition de données, il y a Danny de Climax qui dit souvent on est ce qu'on mesure. Si tu ne le mesures pas, tu ne t'améliores pas. Fait que l'idée avec les systèmes d'automatisation, maintenant, il y a moyen d'avoir des beaux graphiques, d'avoir de l'information pour essayer de tirer des conclusions sur comment on peut s'améliorer. Parce que si on ne le voit pas, ça va être tough à évaluer. Puis finalement, le dernier point, j'ai mis qu'un astérix, ça va dépendre des systèmes, mais il y a des systèmes qui sont vraiment spécialisés pour le contrôle dans les serres, fait que ça permet de répondre à beaucoup de questions avec des avis d'experts qui sont derrière ça, qui ont aidé à structurer, si on veut, le contrôle qui est là. Le troisième point de pourquoi on veut automatiser, je pense que c'en est un qui est important aussi pour beaucoup, c'est de réduire les tracas. Il y a beaucoup de choses à penser sur une ferme. C'est comme une entreprise qui a plein de petits problèmes au lieu d'être une entreprise qui a un gros problème. Puis diviser son esprit en 1000, ça devient vraiment difficile, ça prend de l'énergie, c'est pas efficace. Donc, le plus on peut se vider l'esprit pour pouvoir se concentrer sur l'important, le plus on gagne au final, en termes de qualité de vie aussi. Fait que l'automatisation de ce côté-là, ça aide parce que ça permet de programmer une fois et d'éviter d'avoir à y penser après. Ça permet d'éviter les oublis aussi parce qu'il y a eu une urgence ou quelque chose, fait qu'on n'y a pas pensé. Ensuite de ça, tous les systèmes d'automatisation, je pense, vont avoir des alertes qui vont nous permettre de savoir, d'être avertis s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, on n'a pas même tout le temps à s'en soucier.
c'est plus facile à gérer qu'un employé là, quand le système est conçu pour ça. Tu n'as qu'à dire, OK, voici la condition que je veux avoir, puis il va pouvoir le faire sans avoir à former personne, etc. Puis, finalement, avec le contrôle à distance, le contrôle à distance, ça aide à rassurer, à prendre action s'il y a besoin. Quand on est en train de faire une livraison ou qu'on est à quincaillerie acheter un cossin qui nous manquait, il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils trouvent ça très rassurant. Puis finalement, réduire les risques de maladie, là, comme on disait tantôt, l'humidité, c'est un facteur qui est très important. C'est un défi qui n'est pas facile. Puis le faire manuellement, en tout cas, ça rend ça encore plus difficile et ça prend plus de temps. Attention, avec mon petit logo en arrière. Fait que là, j'arrive au point que je parlais de l'automatisation. Oui, c'est le fun, mais c'est quoi les pièges? C'est quoi les éléments négatifs qu'on peut voir de ce côté-là? Donc là, ce que je disais, c'est même la NASA ne fait pas entièrement confiance à ces appareils. Puis, c'est la même chose pour vous. Si vous automatisez vos équipements, ça va faire la job la plupart du temps, mais le jour où il va y avoir un problème, il ne faut pas attendre une semaine avant de s'en rendre compte. Fait que c'est important de ne pas se dire, OK, c'est automatisé, j'y pense plus. Oui, c'est ce qu'on veut, mais il reste quand même un petit côté de vérification une fois de temps en temps. Puis de penser, comme on parlait d'alerte tantôt, ou même de juste s'assurer au final qu'on garde un coup d'œil sur la serre. Puis ça va dépendre de votre niveau de confiance en votre système. Puis un point peut-être à penser, il y en a qui s'achètent des fournaises usagées. Les fournaises, nous, dans notre expérience chez Richard, on remarque que c'est l'appareil, l'équipement dans la serre qui a le plus de problèmes. C'est aussi l'équipement qui est le plus complexe. Il y a une carte mère, il y a du code qui roule là-dessus. Donc, c'est probablement normal, mais ça reste un équipement qui est quand même critique quand on produit en avril, mettons, ou en novembre. Peut-être moins pire en novembre, mais en choisissant vos équipements, pensez-y, est-ce que ça vaut la peine le stress que je peux avoir de plus versus l'économie que je fais? Je ne donne pas la réponse, ça dépend du niveau de tolérance de stress de chacun. Mais c'est juste un point à garder en tête, l'automatisation, ce n'est pas parfait, ça ne le sera jamais, ça reste de l'électronique qui peut briser. Donc, gardez quand même un œil sur vos serres, c'est ça que je voulais dire. Puis, des fois aussi, ça peut être aussi niaiseux là, que j'ai déjà entendu quelqu'un qui nous avait appelé, sa serre, son automatisation ne fonctionnait pas, puis on s'est rendu compte, quelqu'un dans la maison avait débranché le contrôleur pour pouvoir brancher la balayeuse pour faire le ménage. Donc, c'est vraiment... Il y a plein de trucs qui peuvent arriver, fait qu'il ne faut pas se fier aveuglément. Donc, quand on veut automatiser ces serres, qu'est-ce qu'il faut prévoir? Là, je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui avaient répondu que vous avez déjà des serres. Je ne sais pas quels équipements vous avez, je ne sais pas à quel point vous êtes mécanisé. Donc, je vais juste passer les équipements rapidement. Il y en a aussi beaucoup qui nous demandaient, qui voulaient avoir une idée des prix de qu'est-ce que c'était. Moi, c'est pas moi qui vends la plupart de ces équipements-là, donc j'ai mis les prix que j'entends. Mais prenez ça avec un grain de sel, c'est vraiment pour donner une échelle de grandeur. Puis, si vous voulez avoir des prix plus précis, Tessier, les fabricants de serres comme Tessier et Pierre-Noy, ils peuvent vraiment vous aider avec ça. Puis, Climax aussi, là, les conseillers en serre qui ont des fois une meilleure idée. Donc, les prix que j'ai mis dans la présentation, là, ça va être pour des appareils neufs, basés sur une serre de 30%, là, qui est pas mal la serre typique. Puis, pour des cultures de tomates concombres. On ne parle pas de laitue ou verdurette ou de culture d'hiver non plus. Fait que rapidement, les appareils qu'on servent à contrôler les températures, humidité, circulation d'air, irrigation qu'on a parlé tantôt. Puis, j'ai sorti de brumisation de l'humidité parce que des fois, c'est utilisé plus pour le contrôle de peste. Donc, on commence le chauffage. Typiquement, je pense que 90% des petits producteurs ont des aérothermes au propane ou gaz naturel. Excusez-moi, j'ai le nez qui pique. Donc, ça, c'est ce qu'on voit beaucoup, mais de plus en plus, au Québec, on est super bien placé pour mener un changement vers des équipements plus verts pour le chauffage. Là, on parle d'électricité, même la biomasse. Il y a des subventions pour les deux. J'y connais moins pour la biomasse, c'est moins répandu, mais l'électricité prend de plus en plus de place avec les nouveaux tarifs d'hydro, entre autres.
Puis le fait que le prix du propane a augmenté, là, ça revient plus cher du kilowattheure le propane que l'électricité en ce moment. Donc, avec les subventions puis les nouveaux tarifs, c'est vraiment une option à considérer, même si vous êtes déjà équipé en propane ou gaz naturel. Un point à savoir pour les équipements, mettons que vous regardez pour des modernes, je sais qu'il y a des appareils qui sont multistage aussi. Ça, le multistage, c'est intéressant d'avoir comme deux puissances de chauffage. Ça permet de réduire ses coûts de chauffage. Ça permet d'éviter aussi les swings de température que je vais vous montrer tantôt. Donc, voilà pour les différents types. Je voulais mettre l'emphase un petit peu plus sur les projets de chauffage électrique parce que ça prend de plus en plus de place. Puis, c'est l'avenir, c'est vers là qu'on va s'en aller. On n'aura pas le choix si on veut respecter nos objectifs de carboneutralité. Donc, un projet de chauffage électrique, ça va ressembler à quoi? C'est quand même c'est vraiment plus complexe, malheureusement, pour l'instant, que des systèmes fossiles. Pour plusieurs raisons. Mais mettons, on va commencer avec le premier point, c'est que les thermopompes, mettons qu'on regarde toutes ces options-là, ça coûte cher. Après ça, pour l'électricité, ben, s'il y a une panne de courant, on ne peut pas se fier uniquement à l'électricité, donc on a besoin d'un backup. Puis, ben, comment on équilibre tout ça? Parce que le prix est pas mal plus dispendieux pour l'électrique du propane. Ben, là, ça vient souvent avec des coûts d'ingénierie, puis comment est-ce qu'on installe ça? Il y a encore du raffinement à faire dans ces projets-là, mais ça s'en vient. Nous, on travaille entre autres là-dessus. C'est-tu juste valable si tu as le triphasé, selon toi? Non. Non, c'est pas juste valable. Dans le fond, oui, c'est valable même sans triphasé. Je ne suis pas le plus grand expert, mais on est en train de travailler avec un partenaire sur un projet qui n'a pas de triphasé. Puis, on semble arriver. J'aimerais ça que ce soit déjà fait pour pouvoir vous dire que ça fonctionne et tout, mais c'est encore en phase exploratoire. C'est surtout à cause de l'aspect thermopompe là, qui est plus incertaine, si on veut. Mais on regarde à des retours sur investissement après subvention là, de 2-3 ans. Ça reste quand même très prometteur. Donc, rapidement, les trois équipements que j'ai mis ici, les thermopompes, c'est intéressant parce que ça permet de réduire les coûts d'énergie par deux, mais ça coûte plus cher. Donc, à l'opposé, ce que j'ai mis, le rond de poêle, c'est des éléments résistifs, fait que le chauffage traditionnel, si on veut, électrique, c'est intéressant parce que ça coûte 10 à 15 fois moins cher 10 kW installé. Donc, quand il y a juste 2-3 journées dans l'année qui se trouvent à descendre à moins 20, bien, on n'a peut-être pas besoin d'avoir un équipement super cher pour ça, même si ça coûte 2 fois plus en énergie. Puis finalement, bien, comme je disais tantôt, le backup en cas de panne de courant ou même si vous produisez plus dans l'hiver pour le délestage. Les avantages, inconvénients des projets de chauffage électrique, bien, avantages, on peut estimer dans les prochaines années des économies de 3 000 à 10 000 $ par année pour une serre de 30%, encore une fois. Il y a une bonne variation là-dedans, ça dépend de plusieurs facteurs, là, mais ça donne une idée quand même. Ensuite de ça, pour l'aspect environnemental, sauvons la planète, atteignons nos objectifs de carboneutralité. L'électrique, c'est vraiment cool pour ça. Au Québec, en plus, on a une grid qui est quand même qui est pas mal clean, là, même si on peut argumenter que les barrages ils ont inondé des régions et tout. Là, mais on est quand même bien placé pour ça. Puis ensuite de ça, ben, un autre point pourquoi le Québec est bien placé, c'est les subventions qui sont disponibles pour ça. Fait pour des équipements de 100 000, ben, avoir 75 000 de payer, c'est quand même très cool. Les désavantages maintenant, ben, les coûts initial est plus élevé. Les thermopompes, ça reste, comme je disais, là, un peu exploratoire. C'est des projets pilotes qui sont là en ce moment. Mais il y a quand même des options, pas de thermopompe, qui sont relativement bien testées. Là. Fait que c'est pas juste noir. Mais il y a aussi un gros potentiel à développer du côté de la thermopompe avec les possibilités de déshumidification puis de récupération de chaleur que de ce côté-là. Puis avec ces projets-là, on peut aussi penser à rendre possible d'autres techniques en serre là, qui sont typiquement réservées aux gros, qu'on pourrait rendre possible pour des petits producteurs pour augmenter les rendements, pour justement aller chercher un peu la tranche entre le 35 kg par mètre carré puis le 65 kg par mètre carré. Peut-être qu'on serait capable de réduire le gap entre les deux avec ces pratiques-là. Puis c'est un peu là-dessus, nous, on travaille avec Enerprox, qui est une entreprise de thermopompe, de développement de thermopompe qui travaille
très fort pour développer des solutions pour les producteurs en serre. Puis on travaille avec eux pour essayer de faciliter justement le processus d'ingénierie, voire éliminer complètement le processus d'ingénierie pour faire quelque chose qui est aussi facile à installer que du propane au final, avec des bons retours sur investissement pour les petits producteurs. Je vous le mets là, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à le contacter. Christian, une approche, c'est super cool. Puis il y a bien des belles ambitions pour les serres. Donc, pour compléter avec les équipements de chauffage, je rajoutais un petit avertissement parce qu'on a vu quand même une bonne quantité de problèmes avec les fournaises. Les fournaises, comme je disais, c'est l'équipement qui a le plus de problèmes. Les aérothermes au propane, typiquement. Puis, ça prend quand même du temps à déboguer, ça prend du temps à trouver. Des fois, le gars de propane, il faut qu'il vienne 2-3 fois. Fait en termes de retour sur investissement, pensez-y bien là, avant d'y aller avec des vieux équipements. Ensuite de ça, pour ce qui est du chauffage, mettons que je regarde qu'est-ce qu'on voit présentement dans les serres, c'est beaucoup, comme je disais, des équipements au propane. Il y a plusieurs types d'aérothermes, de fournaises. Souvent, ce qu'on voit, ça ressemble à ce qu'il y a dans l'image ici. Donc, on voit qu'ils sont installés en hauteur, puis il n'y a pas de distribution de chaleur plus que ça. Les deux questions qu'on peut se poser, c'est que sachant que la chaleur monte, où est-ce qu'elle va aller notre température? Bien, ça va aller dans notre chaleur, ça va être dans le top de la serre, puis là, ça va entrer en contact avec la polythène, puis ça va se refroidir. Fait qu'on perd quand même beaucoup d'énergie, puis que les coûts de chauffage sur un an, ça va être affecté par ça. Puis le deuxième point, bien, dans les serres, pour avoir un contrôle un peu de ce qui se passe, on a besoin d'avoir une uniformité. Puis avec des fournaises qui sont d'un côté de la serre comme ça, bien, on se pose la question, les plants sur le bord vont-ils avoir la même température que les plants dans le fond? Malgré une circulation d'air avec des HAF, ça reste probablement pas le cas. Donc, autant que possible, on veut aller avec des systèmes, des fournaises qui sont dockées, qui ont, excusez mon français, là, des fournaises qui vont avoir la possibilité de mettre des ballons comme ça, des tuyaux de polythène percés qui vont permettre de répartir la température, au pied des plants. Puis là, quand ça va monter, bien, c'est pas grave, la plante va en avoir profité le plus possible. Puis, qui va permettre d'avoir une uniformité plus grande aussi. Fait que, si vous n'avez pas déjà vos équipements de chauffage, gardez ça en tête. Puis, c'est pas la même fournaise qui peut faire les deux, donc vraiment, parlez-en avec votre fournisseur. Au niveau de la ventilation, il y a comme deux catégories de la ventilation mécanique et naturelle. Pour ce qui est de la mécanique, ce qu'on voit beaucoup, c'est des pressions positives. Les pressions positives, au final, c'est un ventilateur qui pousse de l'air dans la serre. Puis, on va encore une fois utiliser les ballons là, comme c'est ici, sauf qu'ils vont être dans le top de la serre cette fois-là. Vu qu'on rentre dans l'air froid, on veut que ça se mélange à l'air chaud avant d'atteindre les plants, surtout en début, fin de saison. Donc, les pressions positives, c'est ça. Ça permet une bonne uniformité. Puis, ça permet de diminuer les chocs justement d'air froid avant que ça atteigne les plants, puis que ça vienne encore une fois nuire à notre photosynthèse. Il y a des enjeux de filet. Si vous avez des problèmes d'insectes, vous voulez mettre un filet, c'est quelque chose qui est possible, mais juste en parler avec votre fournisseur, peut-être qu'il va pouvoir vous aider. Là. Je ne voulais pas aller trop dans le détail, mais on ne peut pas juste directement mettre un filet devant. Pour ce qui est de la pression négative, pour ce qui est du filet, c'est la même chose. Mais pour le reste, pression négative, comment ça fonctionne? C'est un ventilateur qui tire de l'air de la serre dehors. Puis, pour éviter qu'il y ait une trop grande différence de pression, d'habitude, il y a des volets de l'autre extrémité de la serre qui permettent de faire rentrer de l'air. Puis ça peut être cool parce que souvent, ils sont plus gros. Donc, on est capable d'aller chercher un plus grand débit d'air. Fait que l'été, quand il fait très chaud, ça aide à ventiler beaucoup. Le désavantage, c'est quand il fait froid, l'air qu'on rentre dans la serre, ça ne sera pas distribué uniformément parce qu'il n'y aura pas de ballon avec ces équipements-là. Donc, un peu le même principe qui est la fournaise de tantôt. Ça peut créer des chocs et un problème d'uniformité. Donc, c'est un peu le trade-off à voir ici. Le dernier point que j'ai mis, c'est les volets. Volets boîtier de puissance. Selon si vous avez des volets mécanisés ou non, ça peut être important de l'automatiser de manière à ce qu'il y ait un délai pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc, c'est juste je ne veux pas aller trop dans le détail, là, mais si vous avez des volets mécanisés avec une pression positive, ça vaut la peine d'en parler lors de l'automatisation, mettons.
Puis, à penser, ben, ces équipements-là vont avoir besoin d'un boîtier de puissance là, qui va convertir, quand on va arriver à l'automatisation, qui va convertir le bas voltage du contrôle en 120 volts pour le fan. Donc, c'est un coût de plus à considérer ou à comparer sur vos soumissions. Maintenant, la ventilation naturelle, ben, typiquement, ce qu'on voit beaucoup dans les. Voilà, partout, en fait, ça va être des côtés ouvrants. Fait que c'est un moteur comme ça qui est connecté à une pipe qui, elle, va juste enrouler un plastique qui va permettre d'ouvrir le côté. Encore une fois, on a besoin d'un boîtier de puissance qui va comme remanier le courant qui passe dedans et qui va permettre d'inverser la direction. Fait que ça, c'est à considérer. Puis, c'est important aussi, là, la calibration, typiquement, vous pouvez le faire, c'est relativement facile, mais c'est important de bien serrer les vis, là, comme on voit sur l'image un petit peu, parce que si on ne le fait pas bien, on va avoir des problèmes, surtout qu'en partant froid, ça peut être très tannant. Soit une polythène qui arrache ou chauffer une nuit complète avec les fenêtres ouvertes, c'est tannant. L'autre option pour la ventilation naturelle, ça va être les toits. Les toits, c'est quand même plus cher, plus compliqué, plus difficile à installer. Mais par contre, pour ce qui est de quand il fait froid, ventilé, puis que les côtés sont pognés dans la neige, par exemple, il y a beaucoup d'avantages aussi au toit. Fait que savoir dans quoi qu'on veut investir comme ventilation. D'habitude, on voit toujours des côtés ouvrants, peu importe. Mais après ça, est-ce qu'on y va avec une ventilation mécanique ou un toit ouvrant? Là, il n'y a pas de réponse parfaite. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux. Mais les points à savoir, mettons, pour aider à prendre une décision, ça va être je demandais à Alex chez Tessier, puis il me disait oui, c'est possible de rétrofitter une serre et de mettre un toit ouvrant. Dans ces cas-là, il recommandait de le faire quand on change la polythène pour sauver des coûts puis des efforts. Mais c'est possible de le faire après. Fait que, il y a toujours moyen de commencer avec une option moins chère puis d'upgrader plus tard si on se dit ouais, c'est pas suffisant. Fait que ça peut être une option. Puis la deuxième option, ben, niveau précision, le toit quand même permet une certaine précision de plus que les côtés ouvrants. Mais, mettons, le point négatif, ça serait que s'ils vendent très fort, ben, on va vouloir le garder fermé. Puis, ben, on ne veut pas contrôler ça nécessairement. Peut-être que ça vient avec un capteur de vent qui peut rajouter un coût aussi. Maintenant, pour ce qui est de la circulation d'air, c'est relativement simple. Ce qu'on voit souvent, encore une fois, dans les 30 par 100 pieds, ça va être des HAF avec des ventilateurs, comme on voit à gauche ici. Typiquement, on en voit 4 dans la serre. Puis, c'est pas ça qu'on voit partout. L'alternative que Tessier me parlait récemment, qui est un nouveau produit qui ont essayé puis qui ont eu des bons commentaires de producteurs, c'est le Elite Turbo, qui est un ventilateur comme plus vertical puis qui permet de ramener la chaleur qui va dans le pignon de la serre, dans le fait au fait de le ramener au niveau des plans. Fait que ça peut être une option. Je n'ai pas personnellement de feedback là-dessus, mais une possibilité pour vous à explorer peut-être. Finalement, au niveau de l'irrigation et de la brumisation, ben, les équipements impliqués, là, il y a plus de fitting et de patente de même, là, mais au niveau de l'aspect automatisation, il y a la pompe. La pompe, généralement, on ne l'automatise pas. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des pompes qui sont pluguées avec un ballon de pression puis qui va avoir un capteur qui va lui s'occuper de la pompe. Dès qu'il manque de pression, la pompe part tout seul. Puis, ce qu'on automatise pour le contrôle, pour vraiment irriguer ou pour la brumisation, ça va être la valve solénoïde. Pour ces systèmes-là, ben, si vous avez besoin d'aide, les systèmes d'irrigation, ce n'est pas mon expertise en soi, donc je vous référerais plus à Dubois et Innovation. Eux, ils ont tout ce qu'il faut pour vous aider. J'ai mis un petit peu d'attention. On a déjà entendu ça, des gens qui ont eu des problèmes avec des fuites d'eau puis que leurs équipements étaient à côté du panneau électrique. C'est quelque chose, juste quand on pense la serre à essayer de ne pas faire, mettre l'eau d'un côté puis l'irrigation, l'électricité de l'autre, parce que les deux ensemble, ça ne joue pas bien ensemble. Donc, ça, c'est les équipements, qu'est-ce qui va dans la serre, qu'est-ce qui va permettre de contrôler les conditions que je parlais au début. Et maintenant, les capteurs de température et humidité, généralement, c'est les deux ensemble. Comme je disais tantôt, l'humidité, c'est bien important. Fait que si vous trouvez un système qui a juste un capteur de température, peut-être y penser à 2 fois. Mais la plupart, ils font les deux, là, si je ne me trompe pas. Il y en a 2 types.
On voit à gauche capteur électronique. Nous, ça ressemble à ça. Ce qu'on voit, c'est surtout le protecteur solaire. Puis à droite, il y a le deuxième type, que c'est des capteurs qu'on appelle bulbes secs, bulbes humides, qui vont avoir une meilleure précision, puis ils vont être plus durables dans le temps aussi. Puis pourquoi ils sont plus chers, puis ils demandent de l'entretien un peu, mais pourquoi c'est intéressant, c'est que quand on calcule les coûts de déshumidification, ça représente quand même pas loin de, si je ne me trompe pas, de 10% des coûts d'opération d'une serre. Donc, si on est capable de diminuer ça parce que notre capteur est plus précis, puis il ne chauffera pas pour rien, pour déshumidifier, ben on est capable assez vite de rentrer dans notre argent. Donc, ça peut être une option intéressante pour ceux qui veulent investir dans la précision, puis que ça leur dérange moins, qui sont prêts à mettre le temps de remplacer l'eau qu'il y a dedans, parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau pour son fonctionnement. Je ne serai pas dans le détail. Nous, avec le capteur bulbe sec, bulbe humide qu'on a, on a estimé que il faudrait changer l'eau à peu près une fois aux 3 semaines. Là. Puis un petit entretien de mèche à couper une fois de temps en temps, mais pour donner une idée de l'effort nécessaire. OK. Fait que les capteurs, la plupart sont avec fil. Il y en a quelques-uns qui sont à batterie, qui sont sans fil. Ça peut être le fun parce que c'est plus facile à déplacer. Mettons, parce qu'on veut, comme je dis en bas, là, on veut que le capteur reste à la tête des plants. Donc, quand le plant, il croît pour les plants de tomates, concombres, etc., on veut pouvoir monter le capteur. Mais aussi, ça peut être intéressant de pouvoir le déplacer pour le mettre l'hiver, quand on ne produit pas dans la serre, on pourrait l'utiliser ailleurs. Fait que le fait que ce soit sans fil, c'est plus facile aussi pour ça et pour l'installation générale. Si c'est le cas, puis ça fonctionne en batterie, informez-vous sur la durée de vie des batteries. Il y a moyen que ça dure longtemps. Là. Nous, par exemple, ça peut durer une saison là, sans problème. Donc, ça reste un point à se poser comme question. Puis, finalement, c'est au niveau de le capteur, il est comment? Si on a juste un capteur comme on voit en bas, qu'on installe, on laisse pendre quelque part, il va être affecté par le soleil quand même beaucoup. Fait que c'est quelque chose qu'on a besoin de mettre un protecteur. Il y en a, si vous avez un capteur comme en bas, il y en a qui mettent juste une assiette d'aluminium pour le protéger ou quelque chose comme ça. Le point à considérer, ça va être le microclimat que ça crée. Là, comme le protecteur solaire qu'on voit ici, on a remarqué que ça crée un microclimat. Quand le soleil tape dessus, ça va être plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui va influencer la lecture d'humidité et de température. Donc, pour éviter ça, ça va être pas trop le choix d'utiliser ce que les gens appellent une cage aspirante. Au final, c'est un ventilateur qui accélère la circulation d'air pour qu'il soit plus réactif et que le soleil l'impacte moins. Donc, c'est ça pour les capteurs de température et humidité. Je me suis pris une note, là, je disais, assurez-vous d'en avoir un bon. Surtout pour l'humidité, les capteurs de température, ça va généralement, c'est l'humidité qui est plus tendance. Pour l'irrigation, certains d'entre vous connaissent ces options. Il y a les sondes TDR qui sont une sonde qui va permettre d'aller chercher la teneur en eau du sol. C'est la sonde la plus facile à moins chère, je pense. Le problème, malheureusement, c'est que ça n'indique pas, un peu comme je disais tantôt, ça ne parle pas le langage de la plante. Donc, la valeur qu'on va aller chercher, c'est pas évident à corréler avec quand est-ce qu'il faut irriguer et quand est-ce que la plante est correcte ou non. Donc, c'est le défaut de ces capteurs-là. Ensuite de ça, on a les tensiomètres qui, eux, il y en a beaucoup qui l'ont essayé. Eux, c'est le fun parce qu'ils parlent le même langage que la plante, donc ils vont être capables de nous dire vraiment où est-ce qu'on en est. Puis, ça va être vraiment le plus précis là, des capteurs. Le point négatif, c'est que c'est le plus capricieux aussi. C'est lui qui va nécessiter le plus d'entretien et de temps, puis c'est pas facile à installer, pour être honnête avec vous. Fait que je pense que la moitié des producteurs se tannent et arrêtent de l'utiliser. L'autre moitié trouve ça intéressant. Donc, à vous de voir. La troisième option, si on ne veut pas ça, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a un bon compromis, c'est le pyranomètre ou un capteur de lumière de qualité. Puis ça permet, un peu comme le tensiomètre puis la sonde TDA, de vraiment irriguer en fonction du besoin de la plante. Ce ne sera pas le besoin direct parce qu'on a tout le temps des mesures indirectes de la plante, mais c'est une bonne manière de s'ajuster. Puis finalement, le dernier, je l'ai mis pour mes amis agronomes qui disent que c'est important que le producteur se mette les mains dans la terre pour qu'il développe l'instinct ou le feeling de qu'est-ce
quand est-ce que c'est bon, quand est-ce que c'est pas bon. Fait qu'il soit son propre tensiomètre, si on veut. Ça permet de plus facilement voir quand il y a des problèmes ou de se faire une tête si on n'a pas de capteur aussi. Là. Donc, c'est une autre option, mais celle-là, on ne peut pas l'automatiser, malheureusement. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se fait pour les capteurs extérieurs? Donc, tantôt, on parlait des toits. Les toits, même les côtés, on peut vouloir les contrôler avec le vent. Fait que favoriser quel côté on ouvre en premier, par exemple, pour ne pas trop brasser les plans. Ou pour les toits particulièrement, quand ils vendent fort, on ne veut pas que ça arrache. Donc, on veut les fermer préventivement. Puis ça, on ne veut pas toujours avoir à y penser. On ne veut pas avoir à retourner à la serre pour le faire manuellement. Idéalement, on veut que ce soit fait automatiquement, surtout quand c'est la nuit ou la fin de semaine, puis on n'est pas là. Donc, le capteur de vent est intéressant pour ça. Ensuite, il y en a qui ont des problèmes de pluie, là, que ça rentre beaucoup dans la serre, puis particulièrement avec les toits. On ne veut pas que ça aille dans nos plants parce que l'eau dans les plants, l'humidité dans les plants, ça augmente les risques de maladie, là, comme on parlait tantôt. Excusez-moi. Donc, c'est ça pour le capteur de pluie. Ensuite de ça, le capteur de lumière, fait pyranomètre, ou même il y a des en tout cas, il y en a une couple de noms autour des capteurs de luminosité. Là, j'ai écrit, faites attention à la qualité. Je parlais avec un conseiller, puis lui, il y avait beaucoup de problèmes avec beaucoup de capteurs de lumière, de radiation solaire. Donc, petit avertissement de ce côté-là. Nous, de notre côté, en ayant entendu ces commentaires-là, on est vraiment allé pour ce qui on veut l'installer une fois puis y penser. On ne veut pas faire d'entretien là-dessus, idéalement. Finalement, pour l'extérieur, avoir la température et l'humidité, il y en a qui vont, des systèmes comme les nôtres, on utilise la météo, au final, les réseaux météo pour déterminer c'est quoi les conditions extérieures. Mais il y en a qui vivent dans des endroits qui sont comme des microclimats, puis ça ne représente pas très bien leur réalité. Donc, pour ces gens-là, ou même ceux qui veulent avoir plus de précision, des capteurs de température et d'humidité extérieure peuvent être intéressants aussi. On l'a d'ailleurs ajouté, là, nous, dans notre système cette année. Fait qu'on arrive au système de contrôle. Système de contrôle, les points généraux, si on veut, à se poser quand on arrive pour choisir un système de contrôle, le premier qui, je pense que tout le monde veut, là, c'est l'accès à distance. Fait que l'accès à distance aussi, comment ça fonctionne, parce qu'il y a des systèmes qui vont être plus simples que d'autres puis qui vont être moins de taponnage. Puis généralement, dans une vie chargée, on ne veut pas avoir à taponner. Donc, se poser des questions là-dessus sur comment ça fonctionne et qu'est-ce qui est possible. Ensuite de ça, le deuxième, c'est un peu ce que je viens de dire, là, la facilité d'utilisation, quelque chose que les producteurs avec qui on a parlé est vraiment à la tête des priorités pour eux. Parce que l'exemple que je donne toujours, là, je parlais avec un agronome qui disait qu'il travaillait dans une serre qui avait un système à 1 million. Il avait investi 1 million pour le système d'automatisation, mais il l'utilisait juste comme un gros thermostat parce que c'était juste trop complexe et il ne prenait pas le temps. Donc, avoir quelque chose de simple, ça va vous permettre d'en retirer plus au final. Qu'arrive-t-il en cas de défaillance? Autre point intéressant à investiguer quand vous choisissez votre système, c'est quoi les alertes disponibles? Est-ce qu'il y a des alertes disponibles? Est-ce que ça va vous appeler ou est-ce que ça va vous envoyer un texto? Il y en a qui préfèrent les textos, il y en a qui préfèrent les appels parce que ça les réveille la nuit, fait qu'ils sont plus avertis, si on veut. Puis finalement, c'est quoi la garantie sur le système? Ça reste de l'électronique, ça vaut la peine de regarder ce point-là. Finalement, la qualité de l'aide décisionnelle, ça, je ne m'attendais pas, je y repasse tantôt. Donc, les enjeux de contrôle au niveau de la température, j'ai déjà mentionné ces points-là. J'ai juste rajouté réduire les coûts. L'enjeu ici, là, pour ce point-là, ça va être que ce qu'on voit souvent, ce qui est dur à configurer, ça va être d'éviter de faire des chauffe-ventile. Moi, j'appelle ça faire un yo-yo, là, osciller entre il fait trop froid, il faut que je chauffe. Oups, j'ai trop chauffé, il faut que je ventile. Donc, on ventile. Puis là, j'ai trop ventilé, il faut que je chauffe. Fait qu'on perd beaucoup d'énergie de cette manière-là. Puis pour les plants, ça les chèque pour rien. Donc, c'est un des points difficiles là, pour l'avoir fait que vous allez devoir considérer. Puis là, ici, je donne un exemple. Ça, c'est dans une serre. Le 10 février. La serre était automatisée. Dans le fond, la fournaise était branchée sur notre système dans ce cas-ci. Puis, on voit les graphiques que ça fait. Puis, en orange ici, on voit les coûts de chauffage. Donc, c'est des petits coûts de chauffage parce que les fournaises sont généralement trop puissantes pour les serres. Il faut vraiment que les coûts soient petits, sinon on va avoir des grosses oscillations.
Bref, pour vous donner une idée, là, ici, les oscillations sont à peu près de 1 degré. Puis, 2 jours plus tard, dans la même serre, les mêmes équipements étaient branchés sur un thermostat. Puis, on observait ça à la place. Fait qu'on voit que la précision du système est importante parce qu'ici, au pire, c'était au-dessus de 20 degrés d'écart en 1 heure parce que le thermostat n'était pas assez précis. Puis, pour vous donner une idée, ce 20 degrés-là en 1 heure, ça crée beaucoup de problèmes au niveau de l'humidité, que ça va assécher les feuilles, puis après ça va créer de la condensation dessus. Puis, pour éviter la condensation qui mène à des maladies, d'habitude, la règle du pouce, ça va être de faire un changement de 1 degré par heure. Puis là, on a 20 degrés dans 1 heure. Donc, c'est vraiment un aspect qui peut avoir un gros impact sur les problèmes que vous allez avoir et sur les rendements que vous allez avoir aussi. Puis ça, c'est le genre d'information qu'on veut pouvoir tirer des graphiques. Avoir une idée de qu'est-ce qui se passe dans ma serre. On va en reparler plus tard. Donc, comment est-ce qu'on contrôle la température? Il y a comme 2 approches un peu. Là. Ça, c'est l'approche traditionnelle, c'est des seuils d'action. Donc, on vient dire pour chacun des équipements, qu'est-ce que je veux que l'équipement fasse à quel moment. Puis, ça demande il y a beaucoup de questions que ça soulève. Donc, quelle température qu'on veut que la fournaise parte, quelle température on veut qu'elle arrête pour éviter justement de trop chauffer et de devoir ventiler. Puis là, ça, c'est touché parce que les équipements ont des puissances, sont souvent trop puissants. Puis, surtout quand on arrive plus vers l'été. Puis, ils ont le temps de chaud. Du moment qu'on active, par exemple, une fournaise, le moment que ça va prendre avant que le capteur note la hausse de température, mais il peut y avoir plusieurs minutes. Puis, même chose quand on arrête la fournaise, il va y avoir plusieurs minutes que la fournaise va se refroidir puis va continuer à chauffer la serre. Donc, ça fait beaucoup d'essais. En pratique, là, ça fait beaucoup d'essais-erreurs de configuration. Puis même chose pour ce qui est de l'ouverture des ouvrants, là, les toits, les côtés. Puis les fans, c'est un petit peu plus facile, mais à chaque fois, il faut se poser la question, quand est-ce que je veux que ça parte, quand est-ce que je veux que ça arrête. Ouais. Donc, par-dessus ça, une fois qu'on sait que je veux que ça parte à temps, je veux que ça arrête à temps, il y a comme un autre niveau de questionnement qu'on va avoir de plus aussi si on veut tendre vers le 35 kg qu'on parlait au début. Puis là, ça va être des questions un petit peu plus niveau agronomique, si on veut. Là. Fait que c'est comme, par exemple, quel seuil de chauffage il faut que je mette, ou puis même de ventilation, pour avoir la moyenne que je veux sur 24 heures. La moyenne que je veux dans la journée ou la moyenne que je veux le soir. Parce que c'est ça vraiment qui permet de piloter notre culture puis d'éviter que à partir d'une tangente trop régénératrice. Là, fait que quand elle envoie toute son énergie dans les fruits, les fleurs, puis qu'elle délaisse l'aspect tige, feuille, etc., qui est important aussi. Il faut garder l'équilibre. Donc, si on veut contrôler ça, puis qu'il faut contrôler aussi chacun des appareils, ça commence à faire beaucoup de défis à répondre. Puis là, ça en est un, là, mais il y en a d'autres. D'une journée à l'autre, la température va changer. Ça va impacter comment la serre va réagir. Donc, est-ce qu'on veut devoir changer nos configurations dans ce temps-là? S'il vente fort, on barre un toit, ça change toute la disponibilité des équipements. Est-ce qu'il faut changer les configurations encore? Puis finalement, la déshumidification, c'est les mêmes équipements que le chauffage. Ça impacte la température. Donc, l'interaction entre les deux est un bon défi aussi. Ouais, je pense que je me suis mis dans les slides. Là. Et ça amène un peu à la deuxième approche que nous, on est arrivé à faire. À nos débuts, nous, on a commencé à vouloir automatiser ça avec l'approche standard, qui est celle que je viens de vous parler. Puis on s'est rendu compte à quel point, là, on était dans une serre, on faisait des tests dans une serre 30%. Puis on se rendait compte à quel point c'était dur de trouver les bonnes configurations pour arriver à un bon résultat, à ne pas gaspiller d'énergie en faisant le yo-yo, à trouver comment déshumidifier. Fait qu'on a rencontré comme toutes ces questions-là, puis on est arrivé à la conclusion que ça fait juste pas de sens que tous les producteurs doivent passer au travers de tous ces essais-erreurs-là. Ou aussi, ce qu'on voit la plupart du temps, c'est qu'on met comme quelque chose, on dit OK, c'est correct, puis j'y touche plus. Puis là, on perd en potentiel de rendement à cause que c'est trop complexe. Donc, nous, on a regardé ça et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire mieux? Puis c'est là qu'on s'est dit, tant qu'à nous-mêmes faire les tests puis répondre à ces questions-là, on va les encoder puis on va permettre à tous les producteurs d'en profiter. Puis l'autre truc qui est cool avec cette approche-là d'encoder l'expertise, si on veut, ou d'encoder les résultats des recherches qu'on a faites, c'est qu'on peut construire là-dessus, puis on voit qu'est-ce que ça fait. Là,
nous, on est rendu à 200 serres au Québec. Donc, on est capable de voir l'impact que ça a sur différentes serres dans différents contextes de température, de luminosité, etc. Puis on adapte toujours qu'est-ce qu'on fait. Puis le but de ça, c'est d'arriver à une solution qui est plus simple, qui répond aux plus de questions pour vous libérer le producteur au final, là. Puis en ayant cette approche-là, comme par intelligence artificielle, ben, on arrive à intégrer l'expertise en thermodynamique, fait comment les échanges d'énergie se passent dans la serre, puis l'expérience sur comment ça font, c'est quoi les bonnes pratiques, si on veut aussi. Fait que ça, nous, c'est une approche qu'on a pris, puis à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres qui l'utilisent, du moins pour le moment. Mais c'est la deuxième manière de contrôler, si on veut. Fait que la première, ça va être, je dis aux appareils qu'est-ce qu'ils doivent faire selon telle valeur de température, par exemple, telle valeur d'humidité. Puis la deuxième approche que nous, on utilise, ça va être plus de dire c'est quoi que je veux, quelle cible je veux avoir. Puis le système lui-même va prendre les décisions. OK, bien, vu toutes ces conditions-là, c'est ça la meilleure action à prendre. Donc, ça, c'est la deuxième approche pour le contrôler la température dans la serre. Maintenant, dans les questions, je voyais qu'il y avait aussi un gros emphase sur le temps. À quel point ça peut sauver du temps et à quel point ça va me prendre du temps de gérer l'automatisation aussi. Parce que, comme on disait, c'est pas je le mets une fois puis j'y pense plus pendant 10 ans. Il y a quand même une certaine implication. Puis, il faut voir ça un peu comme si on délègue à un employé, mais un employé qui est un petit peu plus systématique, mettons. Comment ça peut vous libérer? Ben, un des points que nous, on croit, c'est sûr que vous pouvez voir qu'on a un billet pour notre solution, mais l'idée d'éviter de jouer trop avec les configurations en ayant besoin de faire des essais-erreurs et à répondre à plein de questions. Nous, on voit ça comme un gros avantage, donc si ça vous parle, tant mieux. Ensuite de ça, il y a le suivi de la lumière. Je n'ai pas assez parlé, là, mais je vais en parler à ça d'après, je pense. On veut que les cibles de température suivent la lumière qui est reçue par la plante. Parce que plus il y a de lumière, plus ça va faire de photosynthèse, puis plus ça va avoir de sucre à processer. Puis s'il n'y a pas de lumière, puis qu'on donne trop de chaleur, ben ça va accélérer le métabolisme de la plante, si on veut, puis elle va faire plus de respiration qui, ça, la fait, on pourrait dire, décroître, là. Ça vient nuire à sa croissance d'une certaine mesure. Fait que la gestion de la lumière, ça, c'est un point qui, si vous voulez vous libérer plus de temps, qui peut être intéressant à voir comment vous pouvez automatiser. Des systèmes comme Priva, eux autres, vont permettre de mettre, avec un capteur de lumière, de mettre des influences qui vont automatiquement aller jouer sur la cible de température. Nous, Orisha, ce qu'on fait, c'est on a différents scénarios de lumière, donc soleil partiellement nuageux et nuageux. Puis en sélectionnant le bon scénario, ben, les cibles s'ajustent selon ce que vous avez rentré. On aimerait ça automatiser ça pour enlever la partie sélectionnée. Comme ça libère encore plus, mais on n'est pas rendu là. Donc, c'est un point à explorer. Les autres systèmes, je ne voudrais pas m'avancer, je ne connais pas assez comment ils fonctionnent au niveau de la lumière. À ma connaissance, Maximus n'a pas de système pour la lumière, mais je pense que l'automate de la KP est quelque chose, mais j'en sais pas assez. Là. Je vous invite à vous informer. Puis finalement, le dernier point, que pour encore plus vider l'esprit puis sauver du temps, ben, les contraintes d'ouvrant, fait que si vous voulez que ça ferme en cas de pluie ou en cas de vent violent, ben, si vous mettez un capteur, vous pouvez vous sortir ça de la tête. En grande partie. Donc, ça peut être un aspect à considérer pour vous aussi. Un point qui est important, particulièrement pour les fournaises, ça va être d'avoir une redondance, donc une solution de secours qui va vous éviter de perdre vos plans si jamais il y a un problème au mauvais moment dans la saison. Puis une solution qui n'est pas chère puis qui est complètement indépendante, ça va être un thermostat de maison. Comme on a vu tantôt, c'est pas très précis, c'est vraiment pas l'idéal pour le contrôle, mais ça fait la job pour éviter que vos plantes gèlent. Fait que ça, c'est une solution qu'on met en parallèle ou à côté du système de contrôle, puis on la met toujours un petit peu moins, la cible est toujours moins élevée, comme ça, ben, c'est le système de contrôle qui gère, puis si jamais il y a un bug avec ça, il y a un problème de connexion, peu importe ce qui arrive, ben, le thermostat va être capable de prendre la relève. Fait que ça nous mène au temps de gestion pour ce qui est du contrôle de température. Ben,
comme je disais, là, on veut éviter le yo-yo. Fait que pour y arriver, combien de temps qu'on investit dans la configuration de ça, ça dépend à quel point on veut avoir quelque chose de précis. Fait que c'est un point à considérer. Ensuite de ça, la lumière reçue puis la lumière à venir, même, qui est intéressante à considérer. Comment vous voulez intégrer ça dans le système ou comment le système permet de l'intégrer, c'est un point qui va influencer le temps que vous avez à mettre dessus aussi. Après ça, qu'est-ce qui va influencer? Maxime, je vais revenir à la question à la fin. Juste parce que mon chat n'est pas facilement accessible. Ah non, je pourrais répondre ça. Attends. Un système complexe qui inclut plusieurs systèmes de chauffage sol, chauffage de l'air. Chauffage sol, chauffage de l'air. Je ne peux pas parler pour les autres systèmes. Pour ce qui est de Orisha, nous, on est capable de le faire de manière, mettons, on parle chauffage de sol, chauffage de l'air, il y a moyen de leur mettre chacun un capteur dans le sol, un capteur dans l'air. C'est ce qui est en place présentement aux 4 temps, par exemple. Puis les deux vont avoir leur propre cible, puis ils vont se gérer séparément. Il y a d'autres systèmes complexes qu'on peut envisager, des systèmes qui ont plusieurs équipements pour l'air, par exemple. Et là, comment on fait la séquence entre les équipements? Puis des fois, il y a des équipements aussi qui ne peuvent pas fonctionner en même temps parce que les docks ont une limite de capacité ou que ça va brûler quelque chose. Fait que là, ça, c'est un autre aspect de comme quel appareil peut fonctionner à quel moment en même temps. Que je pense que tous les systèmes les systèmes de contrôle vont avoir des façons différentes de répondre à ce problème-là. Nous, de notre côté, pour quand on a plusieurs équipements en même temps, présentement, ils partent tous en même temps, mais on est en train de développer un système de contrôle avancé ou de contrôle qu'on est capable de définir différentes étapes de chauffage. Fait qu'il va commencer avec le premier. Si ça ne marche pas, il va prendre le deuxième. Puis là, on est capable de mettre des contraintes pour éviter des problèmes de ce côté-là. Tu es capable de me confirmer si ça répond à ta question, Maxime? Oui, super, je te remercie. Cool. Je t'ai rendu, je me dis, les points qui influencent le temps qu'on investit dans la gestion du contrôle. Les deux derniers sont un petit peu durs à éviter. Ça va être le stade de croissance, puis la quantité de fruits va influencer selon la lumière, la température qu'on va avoir, puis finalement l'équilibre du plan. Donc, si notre plan part sur une tangente il alloue tous ses sucres, il met toute son énergie dans le végétal, là, dans les tiges, les racines, puis les feuilles. Puis on se dit, oups, il y a manque d'énergie dans les fruits, fait que ça crée des problèmes de qualité, par exemple. Bien là, avec la température, on est capable de se dire, OK, bien, on va augmenter un peu la température 24 heures. Ça va nous permettre on va augmenter un peu la température 24 heures, ça va nous permettre d'ajuster où est-ce que sont alloués les sucres, ou même en changeant la température moyenne de nuit puis la température moyenne de jour, l'écart qui est entre les deux, on est capable aussi d'influencer comment que la plante réagit au final. Donc, ça, c'est un point qui est un petit peu plus avancé. Dans le futur, personnellement, j'ai des idées que j'aimerais qu'on implante dans le système qui vont aider à faire ça plus facilement en ayant moins besoin de connaissances derrière. Mais ça, c'est quelque chose qui est encore à développer, à essayer puis tout. Puis si vous avez de l'intérêt pour ça, nous, on fonctionne beaucoup par feedback. Fait n'hésitez pas à nous écrire des fois quand vous avez des idées de ce serait cool qu'on fasse ça ou non. On essaie de suivre le plus possible ce que les producteurs veulent, puis on met nos efforts de développement là-dessus. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à nous donner du feedback là-dessus. Donc, maintenant que je vous ai donné ces réponses-là qui sont un petit peu floues, en pratique, combien de temps ça me prend dans une semaine? Ce qu'on voit, c'est que la plupart des producteurs, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils reçoivent un plan de match de Climax, qui est un groupe conseil au Québec. À chaque semaine, ils envoient un document qui explique, OK, les conditions cette semaine, c'est ça. Voici les températures recommandées selon les types de luminosité. Fait que ça, c'est le petit tableau du centre. Mettons que je fais ça simple. Puis après ça, il est facile de juste le transférer, par exemple, avec notre système là, dans un tableau qui représente, OK, voici les moyennes de température que je veux selon la luminosité, le matin, le jour, la nuit, etc. Oui, merci Kael. Kael me rappelle que le contrôle par moyenne est une fonctionnalité qui va sortir dans la prochaine mise à jour ce printemps. Pour l'instant, ça fonctionne avec des intervalles. C'est un petit peu plus dur d'avoir la moyenne qu'on veut.
Puis c'est pour ça qu'on développe ça là, pour faciliter le transfert puis limiter le nombre de questions à se poser. Fait que ça fait le tour pour le contrôle de température. Encore une fois, on peut mettre 2 heures juste dans le contrôle de température, ou même plus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir plus d'infos, vous pouvez nous écrire, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Sinon, je sais que Climax donne des conférences ou des webinaires probablement plus ces temps-ci sur comment ça fonctionne. Puis eux autres, ils ont une expertise agronomique pas mal plus poussée que la mienne. Donc, on passe à la déshumidification, qui est un gros point aussi, puis je dirais c'est le plus gros point peut-être, le plus intéressant parce que c'est le plus gros défi. La température, c'est relativement facile à voir, à s'imaginer comment ça fonctionne. La déshumidification, juste le concept de base avec les éponges que je parlais de tantôt, c'est pas évident à catcher tout de suite, là. Donc, au niveau de la déshumidification, qu'est-ce que ça nous amène? Bien, on veut avoir le meilleur rendement possible, on maximise la croissance. On veut éviter les problèmes, les maladies, puis les pestes, ça, ils ne devraient pas être là. Mais c'est surtout pour les maladies. Puis finalement, réduire les coûts, ben, comment est-ce qu'on déshumidifie est un enjeu pas évident. Encore une fois, il y a beaucoup de questions à répondre pour arriver à avoir un bon contrôle à ce niveau-là. Puis on veut encore une fois éviter de comme chauffer, ventiler. Bien qu'un point qui est souvent surprenant pour les producteurs qui commencent, c'est que pour avoir une bonne déshumidification, ben, au final, la meilleure technique en ce moment, c'est de chauffer le dehors, entre guillemets. C'est qu'on chauffe la serre puis on ventile en même temps. Puis pourquoi on fait ça? Bien, chauffer la serre, ça permet de grossir l'éponge. Si je reprends l'exemple de tantôt, fait que ça réduit, ça augmente la quantité grise qu'on voyait, donc les plantes sont contentes. Puis ventiler, bien, ce que ça permet de faire, c'est d'enlever de l'eau. Fait que la partie bleue, on la réduit. Et on enlève de l'eau dans l'air. Mais ça se passe juste si l'air de dehors est moins humide que l'air en dedans. Puis ça, c'est un autre concept avec ça, c'est l'humidité absolue, mais je ne veux pas être trop dans le technique, là. Juste, mon point, c'était que c'est compliqué. Donc, là, je disais, le premier point, c'est d'utiliser le langage de la plante. Donc, peu importe le système vers lequel que vous choisissez, je vous dirais, assurez-vous qu'il y ait un contrôle qui parle le langage de la plante, qui parle en termes de déficit d'humidité et non en humidité relative. Parce que c'est le fun, une humidité relative, on a un meilleur feeling de c'est quoi, mais par contre, si on veut bien contrôler l'humidité dans la serre, l'humidité relative, il faudrait changer notre consigne dès que la température change, ce qui arrive tout le temps, constamment. Donc, ce n'est pas une bonne manière de gérer l'humidité dans la serre. Donc, on veut vraiment avoir un système qui fonctionne en déficit d'humidité, qui est le concept d'éponge que je parlais du début. Il y a un autre mot, des fois, qui est utilisé, qui n'est pas exactement le même concept, mais qui représente la même chose puis qui fonctionne aussi. Puis c'est le VPD ou en français, le déficit de pression de vapeur. Mais les deux concepts reviennent au même principe que c'est la partie grise de l'éponge qui est importante et non la partie bleue, si je reviens à mon exemple de tantôt. Ouais, OK. Fait que là, encore une fois, il y avait les deux approches. C'est un peu le même principe que tantôt. Première approche, qui est ce qui était fait, en fait, même il y a une approche zéro, qui est manuellement, chaque matin, on va partir la fournaise puis ouvrir les volets, les côtés ouvrants, par exemple. Ça, c'est, mettons, l'approche zéro. Puis on le fait une fois dans la journée, puis ça nous prend du temps. L'approche 1, bien, ça, on dit, OK, on va l'automatiser. Puis il y a des systèmes, encore une fois, les différents systèmes ont différentes manières de faire, mais c'est un peu le concept d'override. Fait que, excusez-moi, je n'ai pas le mot français. Mais l'idée, c'est qu'on veut donner un coup de chauffage puis ventiler en même temps. Puis ça, ben, typiquement, c'est au matin. Sinon, il y a d'autres systèmes qui permettent de faire des pulses. Fait que comme plusieurs fois dans la journée, si c'est trop humide, ça va faire ce coup de chauffage et de ventilation-là pour déshumidifier. Puis, un des règles de pouce qu'on entend souvent, c'est qu'il faut qu'on ramène l'humidité à un degré, à une valeur décente, au moins une fois par 4 heures, parce que c'est ça qui va venir couper le cycle de développement de maladies. Donc, c'est peut-être un chiffre à garder en tête, c'est de trouver une manière de déshumidifier au moins une fois par 4 heures. Ça ne nous aidera pas tant au niveau maximiser la croissance, parce que la plupart du temps, la plante va
va quand même avoir de la misère à transpirer si c'est trop humide, mais au moins, on n'aura pas de maladie, ce qui peut affecter au final le rendement pareil. Puis là, il y a plusieurs situations différentes qui vont faire que ça ne réagit pas pareil. C'est un peu comme pour la température. Si c'est trop humide dehors, puis là, on parle encore en mode d'humidité absolue, fait que c'est comme un calcul de plus à faire. Si c'est très chaud dehors, ça n'aura pas le même impact non plus. Si c'est trop froid, bien là, est-ce qu'on veut déshumidifier de la même façon ou est-ce qu'on va créer un choc thermique pour nos plants? La température de la serre, ça descend trop, si elle monte trop, s'il y a une canicule. Encore une fois, il y a beaucoup de questions à répondre de ce côté-là. Puis la question que moi, personnellement, j'ai eu le plus de défis à gérer, ça a été comment est-ce qu'on concilie et la température et l'humidité. Et comment les deux ensemble utilisent les mêmes équipements qui, au final, partagent la même air. Comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Puis ça amène au point qu'il y a beaucoup de questions à répondre. Là, encore une fois, je nous ramène dans notre serre de test il y a quelques années à programmer, à essayer des affaires. On s'est dit, même problème, puis là, encore une fois, c'est plus compliqué l'humidité que la température. Fait que comment qu'on peut développer quelque chose qui va libérer les producteurs de toutes ces questions-là? Puis au final, je ne pense pas que le producteur, d'une certaine mesure, c'est sa job de faire de la recherche et développement en gestion d'humidité. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de se dire, OK, on prend cette responsabilité pour libérer le producteur. Puis, on est vraiment mieux placé aussi pour le faire avec la quantité de données et d'observations qu'on peut récolter. Fait que ça nous mène à l'approche numéro 2, qui est même principe de la température. C'est de se dire, OK, ben, on met une cible, puis le système, au final, au lieu de micromanager comment il atteint la cible, ben, on va juste dire c'est ce que je veux, puis le système, lui, il va utiliser toutes les données qu'il reçoit sur les différents facteurs, il va faire les calculs nécessaires, puis il va prendre la décision optimale pour arriver à contrôler l'humidité en prenant le moins d'énergie possible, puis en effectuant les points le moins possible. Puis là, je vais être honnête avec vous, cette cible intelligente-là, c'est le fun, ça fait vraiment un meilleur contrôle parce qu'il y a juste plus de gestion derrière, si on veut, là, de gestion de stratégie et de différents cas, différents scénarios. Mais il y a encore énormément qu'on peut ajouter à ça. La gestion de l'humidité en serre, il y a un gros potentiel d'amélioration encore de ce côté-là. Fait que, on revient au temps. Combien de temps ça me prend de gérer ça? Je vous dirais, en termes de configuration, qu'est-ce qu'on veut changer? Ça va être l'agressivité de la déshumidification. Fait que souvent, si ça fonctionne par pulse, ça va dire est-ce que je veux que mon pulse soit plus long ou qu'il y en ait juste plus dans une journée? Après ça, ben, tout dépendant des configurations possibles, si c'est en humidité relative que c'est contrôlé, bien là, vous allez devoir le changer souvent. Si ça ne tient pas compte de l'humidité extérieure ou de la température extérieure, vous allez probablement avoir à l'ajuster souvent aussi. Puis, là, j'ai mis nuit versus jour. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a moyen d'être moins agressif la nuit que le jour si on veut sauver des coûts. Puis, typiquement, c'est ce qui est utilisé pas mal partout au Québec. il y a un groupe conseil qui prend beaucoup de place au Québec, puis ils ont vraiment un bon succès, fait qu'on voit leur pratique pas mal partout. Fait qu'en termes de temps, ben, finalement, dans une saison, est-ce qu'on le change souvent ou jamais, tout dépendant des possibilités là, que le système offre. Pour ce qui est de la circulation d'air, typiquement, les gens le laissent fonctionner 24 heures sur 24. Puis, il y en a beaucoup qui ont des gradateurs de vitesse manuels. Mais nous, de ce qu'on a remarqué, les gradateurs de vitesse sont plus utilisés pour limiter le bruit quand on travaille dans la serre plutôt que quelconque raison agronomique. Donc, gradateur de vitesse, moi, une question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans? Moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que non, à moins qu'on n'aime pas le bruit. Mais informez-vous de votre côté, bref. Pour ce qui est des enjeux de la circulation d'air, ben, on veut maximiser la croissance, on veut éviter des problèmes. J'en ai parlé un peu tantôt, je ne veux pas répéter, je vois le temps passer. Pour donner une idée de l'impact que ça peut avoir, il y a un article que j'ai trouvé qui fait des tests sur les tomates l'été.
Puis, ils ont remarqué qu'avec la gestion de l'humidité, encore une fois, les autres ils utilisaient des brumisateurs, mais pour éviter que ce soit trop sec, ce que le contrôle de HRF, de circulation d'air, permet de faire, ils voyaient une augmentation de rendement de 10 %. Ça met un chiffre peut-être de potentiel là-dessus. Comment est-ce qu'on veut le faire? Je vais en parler dans le cas de notre système à nous parce que les autres systèmes, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas de fonctionnalité spécifique pour ça, fait que ça va être des contrôles manuels, peut-être plus. Nous, suite à des commentaires d'un agronome, on a ajouté cette fonctionnalité-là qui est... Moi, je ne veux pas me tromper. Là, en fait, je pense que ça va être ajouté ce printemps. Puis, l'idée de comment ça fonctionne, c'est vraiment de dire... Quand c'est humide, ben, je veux que ma circulation d'air fonctionne parce que je veux aider les plants à transpirer. Mais si c'est trop sec, puis on est capable d'atteindre, surtout dans les serres en été, là, des fois, on a de la misère à contrôler la température qui monte en haut de 30, ce qui fait que notre éponge est rendue vraiment grande, puis que ça devient trop sec au final. Puis en accentuant la circulation d'air, mais on accentue cet effet-là de trop sec qui vient nuire à la plante, qui peut potentiellement faire pire que ça, mais au minimum, limiter sa croissance. Puis c'est pas ça qu'on veut, évidemment. Donc, quand c'est très chaud l'été, que la ventilation est nouée, les côtés ouvrants sont ouverts, ça crée un minimum de changement de circulation d'air. On veut arrêter les HF pour diminuer l'effet du climat trop sec. Si vous avez des brumisateurs dans des contextes où c'est correct de les utiliser, ça peut aussi être ça. Mais dans plusieurs contextes, on ne veut pas mouiller les plantes, donc, mettons pour les tomates. Donc, la gestion de circulation d'air est un contrôle qu'on peut vouloir considérer. Il n'y a personne... Non, il n'y a personne encore qui l'utilise, on ne l'a pas sorti. Ça fait que ça reste une fonctionnalité qui n'a pas été expérimentée. Fait que je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Plan de gestion pour ça, dans notre cas, le système le fait tout seul, même pas besoin d'y penser. Fait qu'aucun. Maintenant, la brumisation. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la brumisation? Maximiser la croissance. On va éviter que ça soit trop sec. C'est un peu ce que je viens de dire avec les HRF, la circulation d'air. Puis, on va éviter les problèmes, surtout au niveau des insectes. Puis là, la brumisation, je ne suis vraiment pas un expert, mais de ce que j'en sais, là, un des problèmes que ça permet d'aider. J'espère que je ne me trompe pas d'insectes, mais il me semble que c'est la tétranique. Elle, dans l'humidité, elle ne sera pas bien. Si c'est trop sec, elle va prospérer et tout, mais avec un climat plus humide, elle va avoir de la misère à proliférer. Puis, en même temps, ça va favoriser les prédateurs qui vont se débarrasser de notre problème. Donc, dans ces cas-là, je pense que c'est surtout utilisé dans le concombre, si je ne me trompe pas. La brumisation peut être intéressante. Comment est-ce qu'on gère ça? Au final, on va utiliser des seuils d'humidité, puis on va dire, quand je dépasse tel seuil d'humidité, je veux faire un pulse, encore une fois, donc je veux donner un certain coup de brumisation. Puis là, un point que j'ai rajouté, c'est qu'on veut des périodes, parce qu'on ne veut pas faire ça la nuit, même le matin, tôt après le lever du soleil, puis tard avant le coucher du soleil, on veut toujours que ça soit sec la nuit, ou du moins qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. Donc, on a besoin d'un concept de période aussi. Assurez-vous d'avoir ça si vous voulez brumiser avec votre système. Fait que de ce côté-là, comment est-ce qu'on peut se libérer plus de temps? Ça va être d'avoir un système qui va permettre de se baser sur les heures de lever et les heures de coucher du soleil. Donc, si on ne le fait pas, une fois de temps en temps, il faut penser à retourner puis aller modifier les heures selon à quelle heure le soleil se lève aujourd'hui. En termes de temps de gestion, c'est ce que je viens de dire un peu, là, puis si on l'utilise pour gérer les tétraniques puis il y en a pas, on le désactive. Finalement, changement d'agressivité pour si on se dit oups, ça n'a pas envoyé assez d'eau, on peut mettre plus long. Fait qu'au final, j'ai mis quelques fois par saison, ce n'est pas un gros fardeau non plus. On arrive avec l'irrigation. L'irrigation, 3 manières de faire. J'en ai parlé un petit peu tantôt avec les capteurs, là, mais la première, c'est des minuteries. En termes de minuteries, c'est ce qu'on voyait le plus au début. C'est encore une fois, dans les plans de match de Climax, il y avait des heures, ce que je pense dans le plan de match. Mais bref, les producteurs avaient des heures pour quand c'est ensoleillé, quand c'est nuageux, puis quand c'est partiellement nuageux. Puis on avait des heures de départ pour chacun des 3 scénarios de lumière.
Nous, de notre côté, c'est de même qu'on a développé l'interface pour que ce soit facile à entrer pour le producteur. Puis, il reste juste à choisir c'est quel scénario de luminosité aujourd'hui. Puis ça va permettre de suivre la lumière. Puis pourquoi on veut suivre la lumière? C'est parce que plus il y a de lumière, puis même, on ne suit pas la chaleur, mais plus il y a plus de lumière, plus la plante va transpirer, puis plus elle va avoir besoin d'eau. C'est simple de même. Puis, c'est la première façon de gérer l'irrigation. La deuxième, ça va être avec l'humidité du sol, donc des capteurs qui vont permettre d'aller chercher une lecture d'humidité du sol. Il y a le tensiomètre que je parlais tantôt, c'est qui est le capteur le plus précis, le meilleur capteur, mais qui demande le plus, par exemple, de minutie. Puis, on va avoir les sondes TDR qui, là, mis attention, la valeur que ça va chercher n'est pas directement transférable avec le besoin, comme le tensiomètre. La troisième option, ça va être la lumière reçue. Puis même, on peut ajouter à ça la lumière qui va être reçue. Donc, s'il fait super beau soleil, puis l'après-midi, il y a un gros orage qui s'en vient, mais dans le meilleur des mondes, ça va affecter notre irrigation. Comme pour la brumisation, l'irrigation va avoir plusieurs périodes. Dans le cas qu'on contrôle l'irrigation avec des capteurs, on va vouloir dire la nuit, je ne veux pas irriguer, par exemple. Puis il y a plusieurs périodes dans la journée pour avoir l'irrigation idéale. Fait qu'assurez-vous que votre système permet ça. Mes recommandations, des fois on me le demande en termes d'irrigation, qu'est-ce qu'on suggère? Je dirais le moins cher, les systèmes par minuterie, pas besoin d'acheter de capteur. Ça reste une solution qui a fonctionné longtemps, puis je pense qu'elle est quand même très acceptable. Si on veut pouvoir se calquer un petit peu plus proche, se garder un petit peu plus proche des besoins de la plante, puis d'irriguer en conséquence, le plus précis, ça va être les tensiomètres. Tensiomètre, par exemple, c'est un point local dans la serre. Fait que si votre serre n'est pas uniforme, le sol n'est pas uniforme ou est en pente un peu, ou votre système d'irrigation n'est pas uniforme, le tensiomètre peut induire en erreur. Fait que on peut en avoir besoin de plusieurs. Puis même pour mesurer la durée idéale d'irrigation, en avoir deux pour un endroit, c'est intéressant. Puis après ça, combien on va en avoir dans une serre, ça va dépendre de à quel point votre serre est uniforme et à quel point vous voulez avoir de la précision. Donc, ça, c'est pour le tensiomètre le plus précis. Puis le plus efficace ou le meilleur compromis, ça reste probablement le pyranomètre, donc le capteur de radiation solaire ou le capteur de luminosité. Je change tout le temps de nom, désolé. Puis ça, on a juste besoin d'un pour la ferme au complet. Donc, si on a plusieurs serres ou même si on a plusieurs sections, on se base sur la lumière qui est la même partout. Donc, on a juste besoin d'un capteur, ce qui est intéressant. Puis là, j'ai mis et aussi avoir un ou deux tensiomètres, ça peut permettre de diagnostiquer et la durée d'irrigation idéale selon le type de sol qu'on a. Puis aussi de pouvoir diagnostiquer, oups, mes deux plants, mes deux planches n'ont pas le même rendement ou ne se suivent pas, ne sont pas uniformes. Qu'est-ce qui cause ça? Ça peut être intéressant d'avoir un outil qui permet d'analyser est-ce que mon irrigation fait du sens ou est-ce que c'est uniforme. Pour ce qui est des temps de gestion de ce côté-là, à quel point on a besoin d'investir dans la gestion du contrôle, même chose que pour la brumisation, les heures de lever et de coucher du soleil, si le système ne permet pas de contrôler en fonction de ça, ça peut nécessiter d'aller l'ajuster une couple de fois dans la saison. Pour l'équilibre du plan, on peut vouloir contrôler l'allocation du sucre avec les durées d'irrigation puis à quel point on en fait. On peut mettre des irrigations plus courtes plus souvent ou des irrigations plus longues moins souvent, par exemple. Ensuite de ça, le type de sol, comme on disait, si on n'a pas une idée de quelle est la bonne quantité d'eau à donner à notre sol, on va peut-être faire des tests, ça va prendre plus de taponnage de ce côté-là. D'ailleurs, ça, les tensiomètres, quand on a sorti ces capteurs-là, on a eu comme feedback. Ça a été bien populaire là, avec la subvention de Prime Vert. Puis on a eu beaucoup de feedback de producteurs qui étaient maudit, j'irriguais beaucoup trop. Fait que au début, les gens pensaient que les capteurs ne fonctionnaient pas parce qu'ils étaient tout le temps dans l'extrême. Mais on s'est rendu compte que c'était juste parce collectivement, on irriguait trop. Puis finalement, la lumière qu'on va recevoir ou qu'on a reçue aujourd'hui, ça vient affecter l'irrigation. Donc, si on n'a pas un système qui permet de suivre d'une quelconque manière soit la lumière ou soit le besoin de la plante, ça peut nécessiter de l'ajuster plus souvent. En termes
d'impact que ça a sur notre temps, une fois par jour à quelques fois par saison, tout dépendant des possibilités du système. Prochain point, c'était les données. Les systèmes, probablement tous les systèmes d'automatisation vont, peut-être pas les plus basiques, là, mais les systèmes un peu plus sophistiqués vont aller chercher des données pour, anyway, on a besoin pour pouvoir automatiser. Puis, il va être possible de les utiliser comme aide décisionnelle, fait que souvent sous forme de graphique. Puis là, il y a comme deux approches, encore une fois. Il va y avoir une approche plus pré-mâché de l'information. Fait qu'avoir des graphiques comme ça, qui n'a pas besoin de rien paramétrer, que tout est là, puis qu'on peut facilement voir qu'est-ce qui se passe d'un point de vue, mais qui vont offrir moins de possibilités d'aller tweaker le graphique pour avoir exactement peut-être le graphique avec 4 paramètres dessus, par exemple. Fait que nous, on est allé plus vers cette approche-là parce que le feedback qu'on reçoit des gens, c'est on veut que ce soit facile, on veut que ça aille vite, on veut pas avoir à se casser la tête. Mais on sait qu'il y en a qui sont plus geeks de données ou qui sont plus techniques ou juste qui veulent pouvoir, ou qui font de la recherche, ou peu importe. Là, il y a plusieurs raisons de vouloir avoir plus de contrôle. Puis, il y a d'autres systèmes qui vont avoir des configurations qui vont être plus... Bon, ils vont avoir plus de configurations au final, là, fait que ça va être plus long d'avoir le graphique. Puis, mais par contre, on va être capable d'avoir peut-être plus que ce qu'on veut si on a des besoins précis. Les deux façons de faire sont bonnes. Je vous dirais, quand vous allez choisir votre système, vous allez regarder qu'est-ce que vous voulez. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt à mettre le temps pour avoir ce niveau de flexibilité-là avec les graphiques? Si oui, allez-y pour ça. Sinon, moi, je vous recommande, prenez quelque chose de simple parce que l'important, c'est de regarder ces graphiques-là, puis c'est de voir où est-ce que ça accroche, c'est quoi les problèmes qu'il peut avoir, puis si c'est compliqué, on le fait pas parce qu'on n'a pas le temps, puis ça ne nous tente pas. Donc, assurez-vous d'avoir un système que vous êtes à l'aise d'utiliser. Alors, je sais pas, j'ai presque fini. Fait que les alertes. Gérer les mesures combinées de pyramètres et tensiomètres pour... Non, en fait, ça va être un ou l'autre. Il y a moyen de comme, mettre les deux programmes, dans le fond, chacun, un programme de tensiomètre puis un programme de pyranomètre sur la même valve. Fait qu'il y a moyen comme de tweaker les choses, mais il faudrait voir les impacts que ça a. Et, normalement, ça n'a pas été fait pour utiliser les deux en même temps. Comment que je parlais tantôt d'utiliser les deux, si c'est de là que vient ta question, mais dans le fond, ça va être d'utiliser le programme basé sur la luminosité, puis d'utiliser le tensiomètre plutôt pour valider est-ce que mon programme d'irrigation basé sur la luminosité fonctionne bien. Est-ce que je donne trop d'eau ou pas assez d'eau, par exemple? Puis d'être capable de confirmer est-ce que la gestion par radiation solaire est adéquate? Parce que, maintenant, je parlais avec un producteur il y a 2-3 semaines, puis il me disait mes deux serres sont pas, ils n'ont pas les mêmes conditions de lumière, par exemple. Je me souviens plus c'était quoi la cause, là, mais les deux serres n'étaient pas pareilles. On pourrait s'inventer une raison. Là, il y a une serre qui a un vieux plastique, puis l'autre n'en a pas, donc la lumière reçue, ce ne sera pas la même. Donc, avoir un tensiomètre qui permet de valider que la consigne est bonne dans les deux. On peut avoir une consigne dans chaque. Fait que ça permettrait de venir voir, OK, est-ce que ma consigne est bonne? Sinon, je vais mettre une durée d'irrigation plus longue dans une ou dans l'autre, ou je vais juste raccourcir le seuil nécessaire de joules reçus pour donner une shot d'irrigation. Est-ce que ça va, Maxime? Oui, super, merci. Cool. Donc, les alertes. Les alertes, j'ai mis en gras ceux qui sont le plus importants. Donc, ceux qui vont causer des dommages le plus rapidement. Le problème qui va causer le plus de dommages rapidement, ça va être la température. Donc, c'est vraiment l'alerte qu'on veut. Les deux autres que j'ai mis en gras, c'est que si le système a un problème, qu'on perd le signal ou qu'il perd Internet, qu'une panne de courant, on ne recevra pas d'alerte. Donc, la perte de signal, c'est une alerte qu'on veut avoir pour savoir que notre alerte de température ne marche plus, par exemple. Puis, s'il y a un problème avec un équipement, par exemple un capteur de température, encore une fois, ça vient nuire à notre alerte de température trop basse, par exemple. Donc,
on veut être averti pour avoir confiance que notre alerte de température fonctionne bien. Après ça, il y a d'autres alertes possibles qu'on va trouver selon les systèmes. L'humidité du sol, nous, par exemple, on peut se plugger sur le tensiomètre puis d'envoyer une alerte si on atteint une certaine tension, par exemple. Avec le tensiomètre, ça peut être intéressant parce que s'il n'y a plus d'eau dans le tensiomètre, il ne marchera plus. Donc, ça vient nous donner l'indice, oups, il vient checker. Sinon, aussi, ça peut être utile parce qu'il y en a qui ont déjà eu des problèmes d'irrigation, de système d'irrigation qui ont c'était quoi le problème exactement? En tout cas, il y a eu une inondation de la serre parce qu'il y a eu un problème avec le système d'irrigation. Donc, avoir un capteur dans le sol qui dit « Hey, peut-être que ça fait trop longtemps que tu es dans l'eau ben, ça permet de te rendre compte plus vite d'un problème avec un tuyau ou une goutte à goutte qui a pété ou quelque chose comme ça. Donc, ça peut être utile. La pression peut aussi aider de ce côté-là, un capteur de pression. Ça, nous, on ne le fait pas. Puis les courants électriques, là, savoir est-ce que l'appareil que le système a dit de partir a bien parti. Il y a des systèmes qui permettent de donner un feedback là-dessus aussi. Puis comme je disais tantôt, à ma connaissance, il y a juste deux approches en termes de ces alertes-là, comment sont livrées. Il y en a qui ça va être par texto, puis il y en a d'autres ça va être par appel. Nous, chez Orisha, on avait reçu le feedback que les gens aimaient des appels pour pouvoir se réveiller, pour que ça les réveille la nuit. Mais il y en a d'autres qui préfèrent avoir des textos. Donc, ça dépend de vos préférences. Je voulais essayer de vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'il y avait sur le marché pour les contrôleurs, les différents contrôleurs. J'ai mis des petits points d'interrogation rouges parce que je ne sais pas si l'automate est encore offert. Puis, même chose pour le Link4, ça c'est iGrow pour ceux que ça dit quelque chose. Je ne sais pas si il est encore vendu au Québec. Donc, je les ai mis là pareil. Là. Pour donner une idée, l'automate de la KP, c'était vraiment l'option. Si ce n'est pas nécessairement la facilité ou la performance que vous désiriez, puis l'important pour vous, c'était le prix, ben, l'automate était vraiment le plus compétitif du côté prix. Ensuite de ça, il y a Maximus, qui est à peu près le même prix que nous, d'ailleurs, eux autres, si vous préférez avoir la présence terrain qu'une multinationale, au final, peut offrir, vous allez peut-être préférer y aller pour Maximus. Si vous êtes prêt, ou si vous êtes prêt à mettre plus de temps dans la configuration pour avoir plus de flexibilité au niveau des besoins spéciaux ou quelque chose comme ça, Maximus est peut-être une bonne option pour vous à explorer. De notre côté, ce que je pense qu'on fait mieux, c'est d'avoir un contrôle précis qui sauve du temps. Il y a un petit peu moins de flexibilité qu'un autre comme Maximus parce qu'il y a beaucoup de décisions qui sont prises par le système. Le but est de sauver du temps. Fait que si on veut avoir plus de flexibilité, il faut mettre plus de temps en configuration. Puis c'est là qu'un système comme Maximus va peut-être être plus pour vous, peut-être. Puis finalement, de notre côté, on a un service surtout à distance. Donc, à cause de la grandeur du territoire puis de la taille de l'entreprise, on opte vers une grande présence à distance puis un service rapide à distance. Finalement, une autre option peut-être qui peut être intéressante pour ceux que le prix n'est pas un enjeu ou pas beaucoup, puis que vous voulez avoir un système qui se rapproche plus d'un Savoura, Priva est une option à explorer pour vous. Les deux autres, Argus et Dematex, je ne pense pas que c'est des bonnes options pour des petits producteurs. Je les ai mis là pareil, mais c'est des systèmes quand même pas mal complexes qui nécessitent de la configuration puis beaucoup de temps avec eux. Puis par les temps qui courent avec les enjeux de main-d'œuvre, c'est peut-être plus difficile d'avoir le service pour la configuration. Cette année, oui, avec le feedback qu'on avait, là, les gens qui commencent avec leur serre ou avec leur ferme au complet, puis ils trouvent qu'il y a beaucoup d'investissements d'un coup, puis ils arrivent au système d'automatisation, ils font comme ouf, je pense que je vais le faire à la main à la place. On s'est dit, OK, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, puis on a simplifié le système qu'on avait, on a enlevé des fonctionnalités, puis tout, puis on a converti ça en kit de démarrage pour aider les gens à ne pas avoir à mettre tout le temps dans la gestion des roll-ups principalement. Fait que pour pouvoir commencer avec quelque chose de pas cher, qui n'auront pas besoin de jeter plus tard, ils vont pouvoir juste comme upgrader à un système plus complet. Puis la formule pour garder ça simple, ce qu'on s'est dit, quand vous passez du kit de démarrage
à Orisha Senior, ben, vous allez juste payer la différence, peu importe le temps que c'est quand vous l'avez acheté. Donc, vous avez une idée des prix là. Pour Orisha Senior, c'est vraiment à la carte. Donc, selon les capteurs que vous prenez, selon les équipements que vous avez à automatiser, ça va être un prix différent. J'ai mis la moyenne de prix là, par serre des 3 derniers mois pour vous donner une idée quand même. L'autre point que je veux dire aussi, ouais, pour les autres, j'ai une idée vague des prix là, que j'essaie de mettre dans le graphique avant, mais je ne voulais pas m'avancer sur les formules de prix des autres entreprises. Dans les derniers points, là, il y avait l'implantation. Donc, si vous voulez aller vers l'automatisation, c'est quoi le processus un peu? Là? Ben, ça va être au début, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut comme serre. Les équipements que j'ai parlé tantôt, il n'y a pas de bonne réponse. C'est pas l'agriculture, c'est un art autant qu'une science, il n'y a pas de réponse exacte. Donc, faites-vous une idée de qu'est-ce que vous pensez qui va être le mieux pour vous, puis parlez aux distributeurs. Tantôt, je parlais d'Arnois, de Tessier. Parlez aux conseillers aussi. Ils vont pouvoir vous aider à choisir qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous. Puis une fois que vous avez ces informations-là, bien là, on peut commencer à regarder pour l'automatisation en sachant quels appareils on a. Ça va vous permettre d'avoir des soumissions et de ne pas faire de 10 000 allers-retours, de mettre beaucoup de temps là-dedans. Une fois que ça c'est fait, on passe à l'installation. L'installation, bien, on commence les équipements, l'automatisation ensuite, parce qu'on ne peut pas automatiser s'il n'y a pas d'équipement. Puis ensuite de ça vient la partie formation et configuration, là, tout dépendant du système que vous achetez puis du service qui est offert. Je pense que Maximus offre la formation avec la configuration comme nous, mais je ne suis pas certain. Puis les autres systèmes, je ne sais pas, fait que informez-vous, là, ça ressemble à quoi rendu là. Puis finalement, ben, pour avoir une idée du day-to-day avec l'automatisation, nous, on a préparé un deuxième webinaire qui va être autour de comment utiliser le système pour répondre à différents problèmes. Donc, si vous avez une meilleure idée comme plus concrète un peu, ça va peut-être être plus ce webinaire-là qui va être pour vous. Défi d'implantation à prévoir, mais les délais de livraison, je pense que vous le savez, là, prévoyez 2 fois, voire 3 fois, voire 4 fois le temps même pour être prêt pour le début de saison. Après ça, disponibilité des fournisseurs, des installateurs, c'est un enjeu de ce côté-là aussi. De notre côté, on s'en sort encore bien. On a la chance d'avoir une super bonne équipe là, avec nous. Mais il reste quand même des enjeux là, au niveau des microcontrôleurs. Il faut qu'on suive ça de près. Puis jusqu'ici, ça va bien, mais prenez-vous à l'avance, c'est, je pense, le message à retenir. Finalement, l'installation, il y a une couple de défis au niveau de l'installation. Il y en a il y a beaucoup de producteurs qui ont décidé de l'installer eux-mêmes, leur système. Assurez-vous de savoir ce que vous faites. L'électricité, ça reste quand même quelque chose qui peut être dangereux. Là. Puis, il y a moyen de se tromper aussi, mais il y en a beaucoup de producteurs qui l'ont installé eux-mêmes. Ensuite de ça, tout dépendant du système, de regarder est-ce qu'il y a des installateurs certifiés, ou services d'installation. Puis pensez au retour sur investissement en termes de temps. Si vous n'êtes pas trop sûr, puis vous n'avez pas les outils, puis des fois, ça vaut la peine d'engager quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, qui l'a déjà fait, puis qui va être efficace. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Oui, ma note. Dans le passé, on a eu beaucoup de personnes qui ont fait travail des électriciens, puis d'autres entreprises. Il y a eu des discussions avec eux, puis il y a beaucoup d'électriciens qui ne sont pas habitués avec des systèmes de contrôle. Puis pour vous éviter des problèmes, si jamais vous faites affaire avec un électricien qui n'est pas certifié, assurez-vous qu'il y a une expérience avec des systèmes de contrôle. Peu importe le système vers lequel vous allez, ça va vous sauver bien des problèmes. De notre côté, ben, on essaie de simplifier toujours, d'avoir les équipements les plus simples à installer puis avoir la documentation claire pour aider ceux qui veulent sauver du temps ou sauver des coûts, puis même pour les installateurs. On a quelques installateurs certifiés qui peuvent vous aider. Puis s'il n'y en a pas dans votre région, là, ben, on offre de payer la formation pour votre électricien de confiance pour aider à ce que vous ayez quelqu'un qui peut vous aider et qui va être efficace. Service d'aide à distance, fait que si vous avez des problèmes de notre côté, on est disponible là, par téléphone, par courriel ou même par vidéo, des fois pour s'aider. Puis finalement, là, le dernier point, c'était ça varie toujours selon la serre, selon l'expérience, selon où est-ce qu'on oublie un outil, mais prévoyez à peu près entre 3 et 7 heures là, pour installer une serre. Ça, c'était mon petit test. Si vous pensez l'installer vous-même,
Ça, c'était un schéma imagé. Là. On n'est pas avec des schémas d'électronique. Excusez-moi. Le but, c'est, regardez ça. Si ça vous fait peur, trouvez-vous quelqu'un pour vous aider à l'installer. Parce qu'encore une fois, l'électricité, surtout là, on voit quand on est dans le panneau électrique, là, c'est dangereux. Gardez en tête. Des fois, les deux, avoir un électricien puis le faire soi-même, ça peut aussi être une solution alternative. Si vous voulez voir d'autres schémas là, sur notre site web dans la section support, si vous voulez, ça peut vous aider à vous faire une idée. Fait que, retour sur investissement, il y en a qui demandaient à quelle taille ça vaut la peine de s'automatiser. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. J'ai essayé de faire de synthétiser. Si je repars de notre début, on dit qu'il y a des producteurs qui sont moins efficaces, qui vont faire 18 kg par mètre carré. Il y en a qui vont en faire 35. Puis, entre les deux, ça représente, je pense que c'était 45 000 au prix de la tomate d'aujourd'hui. Fait que, voir combien vous pensez que votre système d'automatique, vous êtes où dans ce range-là, puis combien vous pensez que automatiser vos affaires va vous aider. Pour vous donner une idée, juste 1 kg de tomates de plus sur une serre 30%, mettons qu'on fait juste une serre de tomates, ça vous revient à peu près à 2400 de revenus de plus. Donc, il y a peut-être un petit peu de coûts supplémentaires quand il y a plus de rendement, mais ça revient que pour un système moyen, comme je disais tantôt, à 4500, ça fait moins de 2 ans pour le retour sur investissement. Puis ça, c'est avant subvention. Donc, avec les subventions, vous êtes capable d'aller chercher je pense, une bonne valeur de ce côté-là. Puis moi, mon dernier point, ça compte pas non plus le temps qu'on sauve, ça compte juste l'augmentation de rendement. Donc, c'est sûr que c'est pas facile à juger, mais ça peut vous donner une idée de comment vous pensez que ça va vous rapporter. Donnez-moi juste une seconde. On avait développé cet outil-là. Tu vois ce qu'il y a? Ouais, cool. On avait développé cet outil-là pour aider justement à voir pour vous qu'est-ce que ça représente comme investissement. C'est quelque chose qui n'est pas disponible ouvertement. Il faudrait ajuster un petit peu quelques parties de développement. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, encore une fois, répondez à notre message, écrivez-nous, puis dites-nous, hey, ce serait le fun de l'avoir pour nous aider à prendre des décisions pour l'automatisation ou autre chose, peut-être même. Fait que rapidement, c'était ici de mettre combien de temps on passe à ouvrir les côtés ouvrants, à contrôler les ouvrants, même les toits ouvrants. Combien de temps qu'on passe pour l'irrigation, genre des allers-retours à la serre, ces affaires-là. Quoi le salaire horaire qu'on se donne, puis même on peut inclure les primes, la charge de l'employeur si c'est des employés. Là, on l'avait mis à 15 $. Durée de la saison, en économie de temps, ça ressemblerait à ça par année. Ensuite de ça, pour les gains de rendement, mais là, si on se dit, mettons que je passe de 25 à 28, j'ai une serre de 3000 pieds carrés, prix de vente, je pense, ça fait longtemps qu'on a fait ça. 29, vous mettrez votre prix si vous utilisez ça. Puis là, on se disait, OK, ben, considérant qu'il y a juste 40% du rendement de plus qui se convertit en profit, considérant qu'on ajoute 15% pour le filage, l'installation, etc., ça nous donne une économie par année qu'on peut comparer avec le prix de l'équipement, puis ça nous donne un retour. Donc, c'est un petit outil qu'on a développé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez-nous. Puis on verra pour le rendre disponible. Ben, c'est vrai que ma dernière slide, c'est ça, je voulais retourner au PowerPoint. Fait que finalement, ben, ça fait 1h43, excusez, j'ai dépassé pas mal. C'est la période de questions. Pour ceux qui ont des questions, maintenant, Maxime les a posées à mesure, puis c'est correct. Mais aussi, si vous avez des questions dans le futur, là, on a créé un groupe Facebook pour. Au final, nous, notre but, c'est de rentrer en contact le plus possible avec les producteurs puis voir les enjeux que vous avez. Puis, profiter de toute l'expérience et l'expertise qu'on a pour ce qui est de l'automatisation puis de le partager. Fait que si vous avez des questions, écrivez-nous puis ça va nous faire plaisir de vous aider ou de vous référer à la personne qui peut vous aider si on n'a pas la réponse. Donc, ça fait le tour pour moi. Est-ce qu'il y a des questions?
prend toujours plus de temps en ligne pour les questions, on va être patient. Ah, oui, Kael me dit où est-ce qu'on peut poser les questions. Je pense que vous pouvez tout unmuter votre micro, fait que gênez-vous pas. Sinon, vous pouvez écrire dans le chat aussi. Y a-t-il des questions dans le... Non. Ouais, pas de trouble. On va envoyer un email avec le PDF puis l'enregistrement là, pour du webinaire si jamais il y a quelque chose que tu veux regarder à nouveau. Merci Simon. Ouais, si vous avez du feedback aussi, s'il y a des trucs à améliorer, je suis bien ouvert à avoir votre perspective là-dessus. Toujours un moment awkward, hein, quand on est en silence comme ça. On peut dire bye à ceux qui sont. Ouais. Ouais, ben, merci à tous d'avoir participé puis d'avoir été là. Puis je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine. Merci tout le monde. Lien vidéo expliquant l'installation du système avec photo des installations de vos producteurs. OK, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là. En note, parfait. Merci, Kael. Ça fait plaisir, Véronique. Good. Bon, ben là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous.